La confrontation des idées en politique est très importante, mais cette table ronde ne vise pas à vous présenter un débat contradictoire. Ce que nous souhaitons faire ce soir, c'est approfondir la question de la sentience des poissons, qui eux aussi peuvent ressentir la douleur, et également d'explorer les conséquences de l'exploitation des poissons par les humains, notamment par le biais de la pêche de loisirs. Donc cette table ronde s'articulera en 3 axes principaux, qui seront donc dans un premier temps, d'un point de vue plus éthologique, la question du comportement des poissons et plus spécifiquement de leur sentience. Dans un second temps, nous nous pencherons sur la question de la pêche, de la pratique de la pêche, et ce qui nous amènera enfin à aborder la question de la régulation et de la réglementation de ces pratiques. Entre cette deuxième partie et cette troisième partie, nous ferons un petit quiz auquel on vous proposera de participer pour tester vos connaissances sur les poissons et la pêche généralement. Donc nous avons l'honneur ce soir d'accueillir nos 2 intervenants, que sont donc Sébastien Moreau, vulgarisateur scientifique qui abordera cette question sous un angle plus scientifique et éthologique, et Amandine, qui est la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis, qui pourra donc aborder cette thématique sous un angle plus militant. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au Campus Animaliste d'avoir choisi cette question des poissons. En effet, comme ça a été rappelé, c'est vraiment des animaux qui sont largement oubliés. Très rapidement, donc chez PAS, on défend les intérêts des animaux et on a donc plusieurs campagnes centrées sur les poissons, notamment sur la question de la pêche de loisirs. Et donc, on est une association créée en 2017 et résolument politique dans le sens où on va faire des propositions concrètes d'avancer pour la condition animale à des politiques, évidemment de tous les partis, donc à tous les échelons politiques, mairie, régionale, nationale, gouvernement, parlementaire, etc. J'y reviendrai plus tard. Et voilà, merci de nous donner l'opportunité d'en parler. Merci également de m'avoir invité. Donc, comme on l'a dit, moi je suis vulgarisateur scientifique, donc j'ai une chaîne YouTube, j'interviens aussi pour des différents organismes. Je suis intervenu auprès de l'INRAE, j'interviens bientôt pour VetAgroSup, j'interviens au sein de documentaires également. J'ai aussi fait un livre sur les poissons ou des chapitres au cours de différents livres. Donc voilà notamment pourquoi j'interviens sur les poissons, parce que c'est l'une de mes spécialités. Voilà. Donc on va commencer la table ronde. Pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu plus développer vos connaissances sur le comportement des poissons et peut-être une découverte scientifique récente qui vous a marqué? Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant avec les poissons, c'est que toutes les connaissances que l'on a sont extrêmement récentes. En réalité, quasiment, c'est même pas quasiment, c'est maintenant plus de 70% des études datent d'après 2010. Sur tout ce qui est, on va dire, je vais employer le terme de cognition pour faire simple, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence. Tout ce qui va être les études de cognition datent d'après 2010 pour plus de 70% d'entre elles. Donc on en avait qui commençaient à être intéressantes. Déjà, on avait des trucs intéressants à partir de 1950. On avait des travaux qui laissaient soupçonner notamment des capacités de mémoire. Alors c'est marrant parce qu'on se dit les poissons n'ont pas de mémoire. Et pourtant, une des études les plus impressionnantes sur la mémoire des poissons date de 1950, où un chercheur, Aronson, avait montré que des petits gobies, donc c'est des poissons qui, quand la marée se retire, ils restent dans des flaques d'eau, et quand ils sont dérangés dans les flaques d'eau, en fait, ils sautent de flaque en flaque et ils arrivent à retourner jusqu'à la mer. Et en fait, il s'était aperçu que ce qui se passait, c'est que les poissons à marée haute mémorisaient la façon dont le sol avait des creux dans l'eau, des bosses, etc. Et une fois que la marée se retirait, en fait, ils se souvenaient d'où étaient les différents trous et ils sautaient de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ils sautaient, ils se repéraient en l'air en disant attention, où est le prochain trou, je vais m'orienter avec le vent. Non, c'est pas du tout ça. Et comment il a su ça? C'est qu'en fait, il a pris des poissons dans des flaques d'eau et ensuite il les a emmenés dans des endroits que les poissons n'avaient pas pu repérer à marée haute. Et il s'avère que là, même si on les pousse, les poissons ne sautent pas, ou s'ils sautent, ils tombent sur du dur, enfin ils ne tombent pas dans une flaque. Donc ça prouve bien qu'ils ont besoin de mémoriser les lieux. Et il a été prouvé ensuite par des études plus récentes qu'ils peuvent même s'en souvenir pendant plus d'un mois.
C'est-à-dire que si on les enlève du lieu et qu'on les remet un mois plus tard, ils se souviennent toujours, et ils sont toujours capables de sauter de flaque en flaque. Donc ça, c'était très très intéressant. Et dans tout ce qui a été développé ensuite depuis, notamment dans les 15 dernières années, 20 dernières années, eh ben, on s'est aperçu que les poissons avaient des capacités au niveau du comportement, au niveau mental, et qui étaient largement au niveau des oiseaux et largement au niveau des mammifères, primates y compris, parce qu'on a des études récentes où on a des poissons qui mettent la misère à des chimpanzés en vrai. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc on devine qu'il y a une diversité en fait dans les espèces de poissons. Est-ce que vous pourriez peut-être développer sur cette diversité et commenter ce qu'elle implique d'un point de vue comportemental ? En fait, quand on englobe le terme de poisson, on englobe tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si je vous demandais de me décrire ce qu'est un poisson, je pourrais vous trouver un contre-argument à absolument tout ce que vous allez me répondre. Si vous me répondez qu'ils ont des écailles, je vous répondrai poisson-chat. Les poissons-chats n'ont pas d'écailles. Si vous me répondez les poissons respirent sous l'eau, ok, j'ai plus de nom là tout de suite, mais il y a des poissons qui ne respirent pas sous l'eau et qui ont vraiment besoin d'être à l'air libre pour pouvoir respirer. Il y aura des contre-exemples pour absolument tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les poissons habitent dans une quantité d'habitat absolument phénoménale. Et il y a un autre truc à prendre en compte, c'est qu'au cours de l'évolution, par exemple, vous avez une séparation qui s'est faite très tôt entre les poissons cartilagineux, c'est-à-dire les requins, les raies, les chimères, et les autres poissons, les poissons osseux qui représentent l'écrasante majorité des poissons qu'on retrouve dans les cours d'eau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, évolutivement, un thon est plus proche de nous qu'il ne l'est d'un requin. Il y a déjà ce truc-là à prendre en compte. Donc les requins, les raies, etc. sont des animaux très à part de ces autres poissons. Et ensuite, la variété d'habitat est gigantesque. Vous avez des poissons qui vivent dans des profondeurs où on n'arrive même pas à envoyer nos meilleurs sous-marins militaires. Vous avez des poissons qui vont vivre dans des récifs coralliens. Vous avez des poissons qui vont vivre dans des volcans sous-marins avec des températures absolument terribles ou des niveaux d'acidité absolument terribles. Vous avez des poissons qui vivent dans des cavernes où il fait tout le temps noir et ils ont perdu la vue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez des poissons, par exemple, qui vont se baser, par exemple, uniquement sur la vision et qui vont avoir une vision phénoménale. Vous allez dans les récifs coralliens, vous avez des poissons qui voient dans l'ultraviolet, par exemple. Vous allez aller, au contraire, dans les profondeurs, les poissons vont s'appuyer sur d'autres sens. Vous allez dans des cours d'eau, par exemple, dans des mangroves où il y a peu de visibilité, vous allez trouver des poissons électriques. Vous allez trouver des poissons qui sont capables de générer leur propre courant électrique pour repérer leur environnement. Je vais aller plus loin. On a découvert qu'il y a des poissons qui, manifestement, sont capables de percevoir l'équivalent de ce que nous, on voit en couleur, mais à travers leur sens électrique. Attention, c'est des poissons qui ont la vue. C'est-à-dire qu'avec la vue, ils voient des couleurs visuelles comme nous, mais manifestement, ils voient également des couleurs à travers le sens électrique. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est normal, parce que vous ne possédez pas de sens électrique. Mais en fait, si on réfléchit une seconde, les couleurs que vous voyez, c'est quoi ? C'est une forme d'onde, une intensité, etc. Et en fait, on a la même chose sur l'électricité. Et on s'est rendu compte que ces poissons, en fait, étaient capables de percevoir le même type d'informations dessus. Non, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais ils peuvent le percevoir. Et ils vont avoir plein de sens comme ça. Le son ne fonctionne pas de la même manière dans l'eau que dans l'air non plus. Et il y a tout un tas de phénomènes comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que selon l'espèce de poisson, selon tout un tas de choses, eh ben, leur expérience de vie va être extrêmement différente selon où ils vivent et à quel moment de leur vie ils se trouvent aussi. Parce que vous avez des poissons, quand ils vont être tout petits, ils vont avoir des stades larvaires ou des stades où ils vont former par exemple du zooplancton. C'est-à-dire le zooplancton, c'est quoi ? En général, ce qu'on appelle du zooplancton, c'est des animaux qui se laissent dériver avec le courant. Mais vous allez par exemple avoir, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le poisson-lune. C'est des poissons monstrueux qui peuvent finir à quasiment la taille d'une voiture. Quand ils sont petits, ils sont grands comme ça. Ensuite, ils prennent une croissance absolument démentielle. Donc, c'est des poissons, je vous laisse imaginer, leur expérience de vie quand ils sont bébés et leur expérience de vie à l'état adulte, ils ne vivent plus du tout dans le même univers. Donc, ça change aussi beaucoup de choses dans leur propre existence entre jour 1 et jour 1250, quoi. Et puis, même au niveau de l'espérance de vie, je vous prends les requins du Groenland qui, on suppose, et on n'en sait rien, on suppose qu'ils peuvent vivre
Au moins 400 ans. Qu'est-ce que c'est? 400 ans. Alors, il y a différentes théories, on ne sait pas, on suppose peut-être 200, 300, 400, peut-être plus. On ne sait pas. À quoi ressemble la vie d'un animal qui vit comme ça? On ne sait pas. Et aujourd'hui, il faut vraiment réaliser que les études qu'on a faites en matière donc, de cognition, majoritairement, de comment ça fonctionne dans leur monde, on connaît relativement bien une douzaine d'espèces. 12, 13, 15. Il y en a environ 35 000. Voilà. On ne connaît absolument pas les poissons. Voilà. Globalement, c'est ça. Et donc, concernant ces études scientifiques sur la cognition des poissons, est-ce que tu voudrais en développer une en particulier, peut-être qui illustre les différences entre les différentes espèces de poissons? Oui. Tout à l'heure, quand on m'a demandé d'en développer une, finalement, je n'ai pas développé celle que j'aurais voulu développer. Bah oui, on est tous cons des fois. Du coup, si j'en ai le temps, je voudrais en développer deux. Une qui est très intéressante parce qu'on n'en retrouve quasiment pas de signes, très peu chez les vertébrés terrestres. Et une autre parce qu'elle est en train de bouleverser le monde scientifique. La première, c'est une chose qui est très fascinante, c'est qu'on a observé chez des poissons. Alors, c'est un phénomène de chasse, donc pour le coup, c'est beaucoup moins fascinant pour la proie, pitchoun. Mais on a observé un phénomène de chasse coopérative interespèces chez des poissons, ce qui est extrêmement rare et qu'on observe. Là, comme ça, je connais très très peu de cas chez des vertébrés. Oiseaux, loups peut-être, enfin corbeaux-loups peut-être. Mais en gros, c'est des mérous qui sont des très gros poissons qui, quand ils chassent des proies et que les proies se cachent dans les récifs, ils ne peuvent pas rentrer dans les récifs parce que le mérou, il faut vraiment réaliser, la plupart des gros mérous, c'est la taille de la table, là, voire plus. Et ils ne peuvent pas rentrer dans les récifs. Sauf que les murènes ont des corps très, très anguilliformes, donc c'est un peu des grands serpents. Elles peuvent facilement rentrer dedans. Et les mérous ont développé des systèmes de communication avec les murènes qui ne sont pas de la même espèce du tout pour les appeler à chasser. En plus, c'est des animaux, les murènes sont plutôt des animaux nocturnes alors que les mérous sont plutôt des animaux diurnes, donc qui chassent plutôt le jour alors que les murènes chassent la nuit. Et les mérous ont développé un système de communication pour aller les chercher, danser. Ils ont une espèce de danse du corps où ils touchent la murène, etc. Ils ont vraiment développé un système de communication réel avec une autre espèce. Il faut vraiment réaliser ça, c'est une autre espèce. Pour aller la chercher, ils l'amènent jusqu'à l'endroit où est rentrée la proie et ils pointent avec le nez l'endroit où est rentrée la proie pour que la murène rentre dedans. Si la murène s'en va, ils vont la chercher, ils la ramènent. Et on a des vidéos de ça. Et d'ailleurs, Blue Planet a filmé un comportement comme ça d'un mérou avec une pieuvre aussi, complètement dément. Une pieuvre, c'est même pas un vertébré, bon Dieu. Et ensuite, ils pointent le truc. Et après, ils vont se mettre à différentes sorties possibles au cas où la proie s'échappe par là. Et la murène va rentrer dedans, elle, pour essayer de chasser la proie à l'intérieur. Mais en plus, on a montré que les mérous sont capables d'évaluer le niveau d'efficacité des murènes, et au fur et à mesure, ils vont trier pour ne choisir les murènes du coin que les plus efficaces des murènes du coin. Et les travaux qui ont été faits ont comparé, ont en fait été montés sur des protocoles similaires à ceux qui avaient été faits sur la sélection de partenaires chez les chimpanzés. Et ils ont montré que les mérous sélectionnent avec une efficacité équivalente aux chimpanzés, leurs partenaires. Waouh, je suis d'accord. Ouais, c'était celle-là que je voulais développer. Alors malheureusement, c'est très triste pour les proies parce que du coup, c'est des partenaires qui sont très efficaces, mais les proies arrivent quand même pas si mal que ça à s'en sortir. Le problème, c'est que les mérous, c'est des très très bons nageurs. Donc l'étude, en revanche, qui est venue mettre un énorme coup dans la fourmilière, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, pendant qu'on parle, les poissons sont en train de bousiller toute la science moderne. Enfin, toute la science moderne dans ce qui traite de la conscience. On va y revenir justement après avec les questions de la sentience. Donc ça permettra de faire une transition. Il y a un test dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le test du miroir. Alors, qu'est-ce que le test du miroir? C'est un test qui a été à la base développé pour l'humain, ensuite qui a été un peu étendu aux chimpanzés. C'est un test qui a été développé par un scientifique qui s'appelle Gordon Gallup dans les années 70. En quoi consiste ce test?
C'est un test où on part du concept qu'on met, si on met un sujet devant un miroir et que le sujet se reconnaît, c'est une information relativement fiable de la reconnaissance de soi, qu'on a conscience de soi. Alors, le protocole complet, c'est notamment chez des sujets non-verbaux, c'est-à-dire chez un individu qui ne peut pas dire « oui, j'ai conscience de moi ». Parce que c'est très dur d'évaluer la conscience de soi chez quelqu'un qui ne nous le dit pas. En vrai, on sait des choses chez l'humain, parce que l'humain peut le dire. Mais dès qu'on est chez un enfant qui ne parle pas, ou chez une autre espèce, en fait, c'est très dur de savoir ce qui se passe dans la tête. Et le test du miroir est une espèce de test qui nous permet d'essayer de rentrer dans la tête. Et donc, il se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est on met un sujet devant le miroir. Si ce sujet va passer les étapes pour se reconnaître dans le miroir, d'abord, il va avoir un comportement normalement d'agression, un truc comme ça, parce que c'est un étranger. Ensuite, il devrait y avoir des espèces de gestes qui sous-entendent qu'il commence à se reconnaître, genre, est-ce que ça bouge comme moi dans le truc? Ensuite, il y a une troisième étape, c'est, ok, si l'animal se reconnaît, ou le sujet, l'enfant, etc. se reconnaît, il va commencer à essayer de regarder des parties de son corps qu'il ne voit normalement pas. Par exemple, les chimpanzés, qui sont donc très proches de nous, vont regarder leurs fesses. Ensuite, une fois que cette étape est passée, on va passer à l'étape de la marque, c'est-à-dire on va endormir le sujet, on va lui mettre une marque à un endroit qu'il ne peut normalement pas voir. Par exemple, sur les éléphants, c'est une croix sur la tempe. Et une fois que le sujet va se réveiller, est-ce qu'il va essayer d'enlever la marque sur son corps? Ou est-ce qu'il va essayer de l'enlever sur le miroir? Ou est-ce qu'il ne va rien faire du tout? C'est quelque chose qui a été transféré chez l'animal, vous en avez peut-être entendu parler, chez l'éléphant, chez le chimpanzé, chez la pie, etc. etc. C'est un test qui est contesté pour beaucoup de raisons. Un, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'il évalue. Deux, parce qu'il est valable que pour les espèces qui se basent sur la vision, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de poissons finalement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'animaux. Par exemple, les cochons, on leur a fait passer, ils l'échouent relativement... Alors, il n'a jamais été passé en direct, ils ont fait des versions un peu intermédiaires, et le problème, c'est que les cochons ont une vision catastrophique. Donc, et les tests qui ont été faits, il y en a un qui est passé, un qui n'est pas passé. Bon. Les gorilles ne le passent pas, mais les gorilles, le problème, c'est que vous regardez dans les yeux, c'est une agression chez les gorilles. Donc les gorilles ne regardent pas dans les yeux, donc ne regardent pas dans le miroir. Donc voilà, vous avez des trucs. Et en 2019, un scientifique japonais, Koda, avec le reste de son équipe, le font passer à des poissons, les fameux poissons qui ont pété des chimpanzés sur certains tests, les labres nettoyeurs. Ils leur font passer le test du miroir. Petite cohorte, pas énormément de poissons, etc. Mais alors, ils le passent. Mais bon Dieu, ils le passent. Mais alors, moi qui les connais tous très bien, tous les tests qui ont été passés, ils le passent beaucoup mieux que la plupart des espèces. Ils le passent mieux que les éléphants, ils le passent mieux que les dauphins, ils le passent mieux que la plupart des espèces. Il y avait un test qui avait été fait avec les raies manta, qui avait été très critiqué parce qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au test de la marque, parce que... les scientifiques avaient dit, oui, mais si on met la marque, les raies, avec leur nageoire, ils ne peuvent pas l'enlever. Ce qui est justifié parce qu'il faut savoir que le test sur les dauphins ne va pas jusqu'à la marque, pour la même raison. Et c'est marrant parce que quand c'est des dauphins et qu'on ne va pas jusqu'à la marque, on dit, ouais, mais c'est des dauphins, c'est bon, ça passe. Sauf que quand c'est des poissons, tout de suite, ça a été dit, oh non, on ne va pas jusqu'à la marque, ça ne passe pas. Sauf que les labres, c'est des poissons qui vivent en se nourrissant des parasites et des autres poissons. C'est pas pour rien qu'on les appelle des labres nettoyeurs. C'est des poissons qui ouvrent des stations de nettoyage pour nettoyer les parasites des autres poissons. Donc, c'est des animaux qui sont habitués à repérer des marques sur les autres. Et aussi sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, eux, s'ils voient des marques sur eux, ils se frottent. Enfin, s'ils voient, eux, ils voient pas les marques sur eux, mais ils ont des comportements pour gratter des parasites. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont fait passer les différentes étapes, et ensuite, ils leur ont injecté sous la peau soit des trucs transparents, soit des petites marques marron qui ressemblent à des parasites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les labres, ils sont venus, se sont mis devant le miroir, ils ont vu les parasites, ils ont frotté par terre, et ils sont revenus devant le miroir. Et là, le préprint, donc c'est-à-dire la publication avant d'être passée en comité de lecture, est passée à s'appeler, oui, des poissons passent le test du miroir. Qu'est-ce que ça veut dire pour le test du miroir? Déjà, premier truc, c'est on est en train de remettre en cause le test. Honnêtement, je suis d'accord avec eux sur ce truc. Mais attendez, ça c'est le préprint. Une fois passé en comité de lecture, le titre avait encore changé, qui était oui, le test du miroir doit être remis en question parce que blablabla, machin chouette. C'est marrant, hein, les dauphins le passent, c'est bon, ça passe. Les poissons, on remet tout. 2021 ou 2022 même, ça vient juste de sortir. Je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022. Koda, non, je crois que c'est 2022. L'équipe de Koda ressort un deuxième test.
le test le plus poussé jamais réalisé sur le test du miroir, plus poussé que les chimpanzés, plus poussé que tous les tests jamais faits. Il y a 40 vérifications, un truc de malade, mais vraiment, j'ai jamais vu un test pareil. Il ressort, ils ont fait passer à une corde beaucoup plus importante. C'est le meilleur passage du test du miroir jamais fait. Les labres le défoncent, mais le défoncent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de discussions là-dessus, et la question c'est, on ne sait pas évaluer correctement la conscience. On a un problème de critères, il faut remettre tout en cause à zéro sur toutes les espèces. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de redévelopper des critères pour comment est-ce qu'on fait pour être vraiment sûr qu'un test est valable, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est entièrement en train de réfléchir comment on peut avoir des critères d'évaluation de la sentience les plus valides possibles, parce qu'on se rend compte que on a monté un niveau d'exigence tellement élevé pour les poissons qu'on s'est rendu compte que plein de trucs qu'on avait acceptés, même chez l'humain, n'étaient pas si solides que ça, en fait. Et c'est marrant parce que on est arrivé jusqu'à un niveau trop élevé, on va en parler après sur la question de la douleur, etc. On est arrivé jusqu'à un niveau de demande de preuves trop élevé, mais c'est intéressant parce que ça a mis en valeur certaines failles de raisonnement aussi, quoi. Mais à l'heure actuelle, les labres sont en train de foutre en l'air la science parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup trop bons sur beaucoup trop de tests. Alors justement, on va rebondir sur cette question de la sentience. Donc, comme je le rappelle, qui est la capacité d'un être vivant à ressentir la douleur et donc à souffrir. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ce point, notamment des études qui sont sorties, s'il y a des contradictions éventuelles dessus? Alors, la sentience va avoir différentes définitions selon les auteurs et les autrices. En gros, la sentience peut être entendue de deux manières. Elle peut être entendue d'une manière large, c'est-à-dire globalement synonyme de ce qu'on va appeler la conscience phénoménale, c'est-à-dire la façon dont on va expérimenter notre propre vie, c'est-à-dire en gros être conscient de notre propre existence d'une manière généralisée. Et la façon dont elle est plus souvent entendue, par exemple dans le milieu de la protection animale, dans le milieu de l'éthique, etc., qui est effectivement, même plus que la conscience d'avoir mal, c'est éprouver des émotions positives ou négatives. Parce qu'en fait, vous pouvez être conscient sans avoir mal. Je vous fais une anesthésie locale, vous êtes conscient, vous n'avez pas mal. Donc, la question, c'est effectivement de pouvoir éprouver des émotions positives ou négatives. Or, savoir si quelqu'un a mal, eh ben, c'est pas si évident que ça, encore une fois, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Comment on fait dans un hôpital pour savoir si un patient a mal? On lui demande, vous avez mal sur une échelle de 1 à 10, à combien vous avez mal? Et à l'heure actuelle, c'est le seul moyen qu'on a pour savoir à combien un patient a mal. On ne sait pas évaluer si quelqu'un a mal ou pas. Maintenant, on sait essayer de trouver des caractéristiques physiques, physiologiques, c'est-à-dire il y a des fibres nerveuses, il y a des parties du cerveau qui réagissent, il y a différents critères, la personne va avoir des comportements. Ok, bon, comment on fait pour essayer physiquement? Parce que pendant longtemps, on a dit, par exemple, les nouveau-nés humains, ils sont pas mal. On peut y aller faire des chirurgies et tout sans anesthésie. Ça s'est fait pendant un temps. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, non, en fait, on a repéré des critères, il y a des critères qui disent, ok, non, en fait, on va arrêter les conneries. Finalement, non, il est fort probable que les nouveau-nés humains, en fait, aient mal, on va mettre des anesthésies, tout ça. Et puis, on s'est rendu compte, chez les mammifères, tiens, en fait, il y a les mêmes trucs que chez nous, il y a les mêmes fibres nerveuses, il y a le même système dans le cerveau, ok, bon, et puis ils réagissent pareil, le comportement c'est le même. Si je plante un clou dans la patte du chien, ok, il hurle, c'est les mêmes parties du cerveau qui réagissent, c'est les mêmes fibres nerveuses qui transmettent l'info, le comportement c'est le même, bon, ok, les probabilités, le niveau de preuve il est bon, c'est cool. On passe aux oiseaux, le cerveau il n'est pas fait pareil, le cerveau il est différent. Mais bon, dans l'ensemble, on a trouvé des aires du cerveau qui fonctionnaient de la même manière, dans l'ensemble ça ressemble beaucoup, ok, allez, on y est, le niveau de preuve il est suffisant. Et puis on est arrivé au niveau des poissons, et puis au niveau du poisson, le cerveau, il évolue, au niveau embryonnaire, il ne se développe pas pareil. Et puis il y a une espèce de notion aussi, on va être clair, les poissons ont été méprisés à mort, ne serait-ce que l'histoire vertébrés supérieurs, vertébrés inférieurs. Les vertébrés inférieurs, c'est quoi? C'est les poissons. Savoir que ça n'a aucun sens, on va être clair, vertébrés inférieurs, je rappelle, les labres, ils défoncent les chimpanzés sur certains tests. Faut vraiment être clair, aujourd'hui, vertébrés inférieurs, ça n'a aucun sens, ce truc disparaît. Aujourd'hui, les poissons ont des capacités mentales, comportementales, qui sont largement aussi riches que les mammifères. Faut vraiment être clair là-dessus. Mais pendant très longtemps,
ils ont été considérés comme tout pourris. Hein, voilà. Donc pendant longtemps, on ne s'est pas vraiment posé de questions là-dessus. Et en réalité, les questions de est-ce que les poissons peuvent vraiment ressentir de la douleur, c'est des trucs qui ont commencé à apparaître vers la fin des années 90 et le début des années 2000. Jusque-là, on ne se posait pas vraiment la question. Et en ne se posant pas vraiment la question, des soupçons qu'il y avait, des quelques observations qui avaient été faites, il n'y avait pas les mêmes aires que dans le cerveau des mammifères. Donc on se disait, bon, a priori, leur cerveau n'est pas assez compliqué pour pouvoir ressentir la douleur. Et puis, ils ne crient pas, ils ne réagissent pas comme nous visuellement. Bon, non, ça doit, non, bon. Il y a des intérêts commerciaux qui sont quand même gros. Bon, la pêche, c'est cool. Bon, c'est sympa. Dimanche en famille, c'est bien. Et puis, on ne s'est pas posé de questions. Et puis, dans les début des années 2000, il y a une publication qui est sortie en faisant « Top, on a trouvé les fibres nerveuses, on a des aires dans le cerveau qui ressemblent beaucoup. Comportementalement, on a trouvé des trucs qui ressemblent. On va arrêter les conneries. » Ça a été Victoria Bresswett, Snedon et Gentle qui ont sorti en 2003 une étude hyper importante qui a bouleversé le milieu scientifique. Et ils ont sorti 2, 3, 4 études dans la foulée. Bam, bam, bam. Ça a vraiment été des clous dans le cercueil qui sont arrivés. Bam. Et à ce moment-là, ça a vraiment explosé scientifiquement. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont commencé à sortir. Ça a lancé un nombre de débats, de clashs. Il y a eu vraiment les pour, les contre. Et durant toute la décennie 2000-2010, ça a été... moi, je l'ai vraiment suivi en direct, le truc, ça a été la guerre, quoi. Entre vraiment ceux qui étaient très... qui affirmaient l'existence de la souffrance chez les poissons. Et en général, c'est les gens qui faisaient les études. Et ceux qui disaient non, il n'y a pas de souffrance chez les poissons, qui, eux, ne faisaient pas les études, mais critiquaient les études qui avaient été faites, qui, on va être clair, avaient quand même un peu un parti pris, parce qu'ils étaient souvent pas très loin de l'industrie, hein. Notamment James Rose, qui appartient à l'université du Massachusetts, dont le cursus principal, c'est la gestion des pêcheries. Brian Key, qui commence la plupart de ses études de ses critiques publiées, etc. C'est un neuroscientifique, donc c'est quand même un mec qui sait de quoi il parle, mais qui commence par si on acceptait la douleur chez les poissons, ça remettrait en cause quand même beaucoup de choses au niveau de la pêche, et c'est quand même chiant parce qu'il y a des gros intérêts. Jusqu'à ce qu'on arrive à un seuil récent d'un consensus suffisant pour dire c'est très dur d'évaluer, encore une fois, ce qui se passe dans la tête des animaux, mais aujourd'hui, on a un niveau de preuve qui est suffisant, qui est équivalent à celui qu'on a chez les mammifères et chez les oiseaux, pour dire que les poissons peuvent très certainement ressentir la douleur et des émotions plus largement, de manière subjective. Il faut maintenant caler des réglementations, il y en a marre. Et ça, c'est calé au niveau de tout un tas de grandes instances, au niveau européen, au niveau des différents pays, et même l'INRA a sorti des documents, et c'était même en 2017, donc c'est pas maintenant, pour dire ouais non mais c'est bon, on arrête, fait chier. Donc ces trucs-là maintenant sont donc au niveau scientifique, il y a toujours des choses qui sont faites en disant il faut qu'on aille plus loin nous scientifiquement parce qu'il faut qu'on arrive à déterminer des critères plus poussés, etc. Mais en matière de prise de politique publique, etc. Tous les scientifiques sont ok pour dire pour ce qui est des prises de décision politiques, on a assez de preuves maintenant pour prendre des décisions pour dire ok, la balance elle pèse trop lourd par rapport aux intérêts humains. Le risque qu'on prend à faire une masse de souffrance gigantesque est trop important. On ne doit plus prendre ce risque. Il faut protéger les poissons en urgence. Voilà. Ça, il n'y a plus de débat là-dessus. Il faut vraiment être clair, quoi. Voilà. Bien, merci pour toutes ces informations et toutes ces connaissances. C'est super intéressant. On va aborder maintenant dans une deuxième partie justement la pêche, qui est la plus grande source de souffrance pour les poissons. Alors Amandine, est-ce que tu pourrais peut-être décrire un petit peu les conséquences de la pêche sur les poissons, à la fois sur leur bien-être et sur leur comportement aussi? Alors bon, déjà préciser que quand on parle de pêche, on parle de pratiques diverses et variées. Donc il y a la pêche professionnelle, donc c'est le fait de pêcher des poissons pour se nourrir. Et il y a la pêche de loisir, qui est le fait donc de pêcher des poissons pour s'amuser. Donc bon, nous chez PAS, on est plus
spécialiste de la question de la pêche de loisirs. Mais bon, parler de la pêche professionnelle, déjà de dire qu'on est sur des compétences très différentes au niveau politique, hein, puisque la pêche professionnelle, c'est la compétence de l'Union européenne. Et j'en profite pour dire que là, on est vraiment à une étape historique, puisqu'il y a une révision de la réglementation liée à ce qu'ils appellent le bien-être animal sur l'élevage. Donc c'est un processus qui est assez long, qui est initié par la Commission européenne et qui sera dans quelques années débattu au Parlement européen et ensuite sera décliné pour chaque État membre. Et donc l'enjeu de cette consultation, c'est qu'en fait, sur les animaux d'élevage, il y a des réglementations qui sont spécifiques selon les espèces, donc par exemple spécifiques aux poules pondeuses, ça vous le savez, et puis il y a des espèces sur lesquelles il n'y a pas de réglementation spécifique. Donc par exemple, c'est le cas jusqu'à présent des vaches laitières, mais c'est le cas aussi des poissons. Donc ça veut dire que la réglementation qui s'applique, c'est celle qui est générale et des fois qui peut être totalement absurde. Donc par exemple sur le transport, quand on dit qu'il faut que les animaux puissent avoir accès à de l'eau, bon, ça peut paraître absurde pour les poissons. Voilà, donc en tout cas, là l'enjeu sur la pêche professionnelle, c'est vraiment, alors ça va être assez compliqué, mais en tout cas il y a beaucoup d'associations qui poussent là-dessus, qu'on ait une réglementation spécifique sur les poissons. Et quand on parle des poissons, évidemment, comme l'a dit un peu Sébastien, c'est par espèce, parce qu'évidemment, selon les espèces, on est sur des choses différentes. Je voudrais aussi quand même faire une petite parenthèse en disant de ne pas oublier l'élevage, donc tout ce qui est pisciculture, qui est exponentielle et qui est un peu présenté par certains écolos comme la solution à la pêche. Alors que ce n'est pas du tout la solution, hein, puisque je rappelle qu'on élève majoritairement des poissons carnivores, donc ça veut dire qu'on va pêcher des poissons dans la mer pour nourrir les poissons d'élevage, donc c'est absurde. C'est évalué à peu près à 1/3 jusqu'à la moitié des poissons qu'on pêche pour nourrir des poissons d'élevage, donc c'est vraiment une catastrophe. Et en France, c'est quelque chose qui se développe, même si ça reste moindre que dans d'autres pays, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être vraiment vigilant. Donc voilà, donc après sur les types de pêche, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais évidemment il y a tout ce qui est pêche avec des filets, il y a plein de types de pêche différents, mais qui sont vraiment violents, et on parle vraiment d'un nombre astronomique de poissons concernés. Et évidemment, alors qu'on l'a sur les animaux terrestres, la question de la mise à mort est ultra violente. Il n'y a pas de l'étape, on va dire, d'étourdissement, etc. Donc c'est voilà. Et il y a eu une enquête donc de L114 là-dessus, hein, sur un élevage de truites. Donc on voit un peu les conditions, avec notamment une densité très très élevée, une qualité de l'eau catastrophique, etc. Et ensuite, donc, sur la pêche de loisirs, là, on est vraiment sur une réglementation qui est plutôt nationale. Donc, nous, on essaye aussi de pousser au niveau européen, mais là, on a eu une réponse récemment de la Commission européenne qui a répondu à des députés qui explique voilà, que c'est plutôt national. Donc, sur la pêche de loisirs, je voudrais déjà aussi un peu définir ce qu'est la pêche, parce que ça me semble être important, même si ça peut aller de soi. Donc, en fait, la pêche, c'est plusieurs étapes. La première étape, c'est le fait de piéger un animal. On est vraiment sur du piégeage. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, on ne met pas un hameçon comme ça dans l'eau tout seul. Je veux dire, le poisson ne va pas mordre l'hameçon comme ça. C'est qu'il y a un appât, donc il est piégé. Voilà, c'est vraiment comme de la chasse, hein, il est piégé. Donc on met un appât qui va l'attirer, donc parce qu'il a faim. Ensuite, donc il est blessé, puisque évidemment le hameçon s'enfonce et provoque des lésions. Ensuite, il est extrait brutalement de son milieu, et donc il est sorti de l'eau. Donc évidemment, il y a une étape de stress intense. Il y a également le fait qu'il s'asphyxie, il n'arrive plus à respirer. Il est manipulé par les pêcheurs. Donc les poissons, vous savez, ont un mucus en fait protecteur qui est une espèce de barrière au système immunitaire. Donc là, il est manipulé et donc ça peut vraiment être blessant ou voilà. Et donc ensuite, souvent, là, les pêcheurs prennent des photos. Donc le temps hors de l'eau peut durer plus ou moins longtemps. Et ensuite, donc, il est mis à mort. Et donc, ce que nous, on a constaté à travers nos différentes enquêtes, c'est qu'en gros, chaque pêcheur va mettre à mort de façon différente le poisson parce qu'il n'y a aujourd'hui aucune formation, aucun permis de pêche. C'est-à-dire que je rappelle que pour chasser, vous devez passer un permis de chasse, donc un peu comme le code de la route, je veux dire, vous avez entre guillemets une formation, un QCM, un examen, voilà. Pêcher, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui ici dans la salle qui n'a aucune compétence sur la question des poissons peut pêcher. Voilà, donc ça c'est un véritable scandale parce que même si on n'a aucune base, si on ne connaît strictement rien, on peut pêcher, c'est-à-dire blesser des animaux. Voilà, donc le permis de pêche pour nous fait partie d'un outil qui est fondamental. Et donc, voilà, et donc après, une fois que le pêcheur souvent a pris des photos
pour s'exhiber sur les réseaux sociaux, etc. Soit ils relâchent le poisson, soit ils le tuent. Et donc ceux qui sont relâchés, évidemment, pour nous, il n'y a pas de ce qu'on appelle la pêche no-kill, puisqu'en fait, toute forme de pêche, évidemment, peut entraîner la mort d'un poisson, puisqu'une fois qu'on a des lésions, c'est quand même plus compliqué de se nourrir. Il peut y avoir des infections, et donc on a des poissons qui peuvent mourir des suites, en fait, plusieurs jours après, etc. Il y a des études là-dessus. Évidemment, ce qui est très important, c'est que le taux de mortalité change selon les techniques. Donc évidemment, selon le taux d'exposition à l'air, selon la manipulation, selon le type d'hameçon, selon le type d'appât, enfin bon, plein de choses différentes. Donc voilà, en gros, sur les différentes pêches, évidemment, de dire qu'il y a la pêche en eau douce et la pêche en eau de mer. Et que c'est un peu différent en termes de compétences et de système en fait. Mais bon, la réalité c'est de dire qu'aujourd'hui on accepte massivement en France qu'on puisse blesser des animaux juste pour un loisir. Et juste pour bien qu'on comprenne un peu l'histoire des rapports de force, la pêche c'est la 3e fédération en France. Après le foot et la chasse. Voilà, donc pour montrer un peu qu'on est vraiment sur un lobby important et puissant et qui a plutôt une très bonne image en France. Et donc, par rapport à la sentience des poissons qu'on a évoquée dans la première partie et cette pratique de la pêche qui est légale, est-ce que vous pouvez faire un lien entre les conséquences de la pêche sur le comportement des poissons, sur la souffrance que ça leur entraîne de façon générale ? Oui, alors moi je voudrais vraiment citer le travail de Dinesh Wadivel, donc, qui est le responsable du département droit humain à l'université de Sydney et qui a donc travaillé sur la résistance des poissons. D'ailleurs on a fait une vidéo où il est interviewé, que vous pouvez retrouver sur YouTube, alors qui n'est pas du tout dans la démarche scientifique, hein, mais plus sociologie, etc. Et en fait il a fait une réflexion qui est quand même, qui va de soi, mais finalement on est tellement plongé dans un contexte où finalement ça va de soi de pêcher, qu'il n'y a pas de remise en question et tout, donc c'est important de le lire. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que si on a pensé les techniques de pêche, donc je vous détaillerai un peu les techniques de pêche parce que c'est vraiment intéressant de voir au fil des années, des décennies, à quel point les pêcheurs ont réfléchi à améliorer en permanence les techniques de pêche pour au final laisser quasiment aucune chance aux poissons. C'est parce que les poissons sont insaisissables. C'est parce qu'on n'arrive pas à les attraper avec la main, ça veut dire qu'ils ne se laissent pas faire, ça veut dire qu'ils veulent rester dans l'eau, et ça veut dire évidemment qu'ils ne sont pas consentants. Et donc c'est pour ça qu'on a développé des hameçons, des piégeages, des appâts, des cannes à pêche, etc. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et ensuite, évidemment, voir vraiment ce qu'est la pêche, parce que souvent on le voit pas trop, mais ce qu'est la pêche, en fait, c'est d'abord et avant tout un animal qui se débat. C'est-à-dire que n'importe qui voit un pêcheur remonter un poisson avec une canne à pêche, on a un animal qui se débat comme il le peut. Alors évidemment, selon la taille du poisson, c'est plus ou moins visible à notre regard, etc. Mais voilà, c'est un animal qui se débat en permanence au bout de l'hameçon, etc. Alors des fois, il y a des phénomènes évidemment de sidération où il ne bouge pas du tout parce que voilà, c'est un stress intense, une situation complètement inattendue, etc. Mais voilà, donc ça c'est vraiment important de le voir. Et sur une des dernières enquêtes là qu'on avait fait sur l'empoisonnement, on voyait voilà un animal qui était un poisson qui était donc sorti de l'eau, qui était abandonné au sol et qui saignait et qui continuait vraiment à se débattre et à tordre son corps, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, la résistance des poissons et de tous les animaux en fait, et qu'en fait ils ne se laissent pas faire. Ils résistent comme ils le peuvent, mais avec les moyens qu'ils ont aussi. Donc évidemment que plus l'animal est petit, moins on arrive à le percevoir. Mais je pense que c'est vraiment important de le dire parce qu'évidemment, comme ça a été dit, les poissons ne crient pas, ils n'ont pas de corde vocale. Et donc évidemment, pour nous, voilà, humains, on va dire qu'on accorde beaucoup d'importance au fait de crier, etc., quand on souffre. Et donc voilà, donc ça c'est évidemment, il y a aussi moins de sang hein, qu'on peut voir pour les animaux terrestres. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on part avec des animaux qui sont très différents de nous, et donc du coup c'est important vraiment d'expliquer tout ça parce qu'on a du mal à le voir. Et je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'avait dit Sébastien. En tant que scientifique, évidemment, quand tu nous dis on sait quasiment rien sur les poissons,
Évidemment que j'imagine que si on compare avec les études sur les cochons, sur les vaches, on va dire qu'on ne sait rien, mais je voudrais quand même rappeler que, et c'est ce que tu as dit à la fin, c'est qu'on sait l'essentiel. Voilà, l'essentiel, c'est-à-dire l'essentiel, c'est qu'ils souffrent et que donc on doit en tirer des conclusions. Et qu'aujourd'hui, je rappelle, il n'y a aucune réglementation qui limite la souffrance des poissons. C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe dans les abattoirs, vous voyez ce qui se passe dans les élevages avec les centaines de vidéos de L114, il y a une réglementation. Donc je ne sais pas si on réalise ce que ça signifie pour les poissons, qu'il n'y a aucune réglementation. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au stade de se dire est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est pas appliqué. Non, il n'y a rien en fait. On s'en fout. Enfin, globalement, on s'en fout. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que, enfin, la mission est grande et à la fois, je dirais que, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais que c'est en commençant quelque part qu'on peut arriver à faire vraiment bouger les lignes. Et je pense que là, il y a quand même eu des avancées importantes sur la question des poissons et qu'il faut vraiment continuer. Justement, on va rebondir dessus. On parlait tout à l'heure de la position de la Commission européenne qui renvoyait à l'échelon national. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été déclenchées par la France à ce niveau-là, ou est-ce qu'on est toujours un peu au point mort ? Oui, alors déjà, bon, rappelez que, je crois que tout le monde le sait ici, mais qu'en fait, rien ne change tout seul. Hein. Donc voilà, quand on nous dit qu'il y a des pratiques qui s'arrêtent parce que les gens deviennent âgés, non, en fait, ça ne s'arrête jamais tout seul, il faut un peu taper du poing sur la table. Donc sur la question des poissons, nous, on a mené plusieurs campagnes, donc notamment une pour l'interdiction de la pêche au vif. Donc en fait, la pêche au vif, c'est une pratique de pêche de loisir qu'on estime être la plus barbare, en fait, qui donc utilise un poisson vivant comme appât. Donc on plante un hameçon dans le dos ou la bouche d'un poisson qui est vivant en fait, hein, et on le met à l'eau pour attraper donc un autre poisson, un poisson dit carnassier, donc typiquement des brochets, silures, etc. Et donc ça c'est une pratique qui est interdite dans certains pays en Europe, qui n'est pas interdite en France. Donc en fait on s'est dit que ça serait important d'interdire cette pratique, et donc nous avons poussé, c'est un peu notre stratégie d'encourager les mairies à prendre position là-dessus pour demander au gouvernement d'interdire. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu des avancées importantes, puisque la métropole de Grenoble, avec donc Sandra Krief, a fait adopter un tel vœu. Il y a eu aussi la mairie de Paris, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Carrière-sous-Poissy, il y a eu Joinville-le-Pont. Enfin bon, donc il y a plusieurs mairies, et là, évidemment, ça continue. Donc l'idée, c'est vraiment d'en parler et de rendre visible en fait la souffrance des poissons à l'échelon politique, évidemment, puisque nous, ce qu'on veut, c'est des lois. Et donc ça, en fait, ça nous permet après, évidemment, voilà, d'avoir des rendez-vous avec le ministère de l'écologie qui a la compétence de la pêche de loisirs, voilà, et de leur faire des propositions concrètes et de leur dire d'avancer et de prendre le sujet au sérieux. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir aussi la réaction d'en face. Puisqu'en fait la fédération de pêche, hein, donc la FNPF, Fédération nationale de pêche en France, qui est la fédération de pêche de loisirs, réagit très très régulièrement à ce qu'on fait, que ce soit dans leur revue. Là on a appris qu'il y a eu une réunion au ministère où ils ont parlé de cette question, etc. Donc voilà, donc on voit en fait que quand même ça compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les pêcheurs entre eux sont divisés. C'est-à-dire qu'il y en a qui considèrent en effet que c'est plus possible, qu'il faut arrêter ça. Il y en a qui disent mais non, il faut rien lâcher, etc. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a le débat qui commence à être ouvert et où ça devient plus audible en fait que des pêcheurs disent non mais là ils souffrent pas. Voilà, ça devient plus audible et c'est ça aussi qu'il faut arriver à gagner, c'est que ce discours-là il ne soit plus accepté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va dire non mais là les cochons ils souffrent pas. Enfin, je pense que ça se dit plus ça maintenant dans la presse ou je sais pas quoi. Et il faut qu'on arrive à ça sur les poissons. Donc évidemment il y aura toujours 2-3 pêcheurs à qui ça arrange de dire ils ne souffrent pas, hein, parce que c'est quand même dans leur intérêt. Mais que globalement aujourd'hui dans la presse, quand il y a des articles là-dessus, finalement c'est une évidence de dire que les poissons souffrent. Voilà. Donc ça, c'est culturellement, je pense que c'est très très important d'arriver à ça. Et ensuite, donc à l'Assemblée nationale, il y a eu aussi des débats là-dessus. Il y a eu une proposition de résolution qui a été proposée par Pierre-Yves Bournazel. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de travaux parlementaires qui sont sur le sujet. Voilà, au sein du ministère, je sais que voilà, c'est une question aussi qui est en cours. Donc voilà, donc il faut vraiment continuer à pousser là-dessus et à en parler. Je voulais juste rebondir brièvement sur ce que tu disais sur l'évolution des mentalités qui se fait au sein même du milieu de la pêche. Tout à l'heure, je disais que j'avais participé à des documentaires. Il y en a notamment un
qui est diffusé sur, alors je crois qu'il ne l'est plus, mais qui a été diffusé longtemps sur Seasons, qui est donc la chaîne chasse et pêche de Canal+, à laquelle j'ai participé, et dans ce documentaire qui s'appelle Agachon, mon Dieu, je perds le nom du documentaire dans lequel je suis. C'est un documentaire sur l'agachon, qui est une pêche à l'affût. Et en fait, je suis sur plus de 50% du documentaire. C'est moi qui ai écrit avec le réalisateur quasiment 50% de ce documentaire où je suis. Et dedans, on parle justement du fait que les poissons sont formidables, qu'ils ressentent la douleur. Il y a 2 autres pêcheurs qui sont interviewés qui affirment d'eux-mêmes, sans que ma partie rentre dessus à ce moment-là, que les poissons ressentent la douleur. Ça a été extrêmement bien reçu par la chaîne, ça a été extrêmement bien reçu par le milieu de la pêche. Il a été mis sur YouTube. Agachon, à quoi pensent les poissons? Voilà le nom du... et ça a été extrêmement bien reçu, il a été piraté sur YouTube, il a plus de vues que ma chaîne en entier, toutes mes vidéos réunies. Ce qui est extrêmement frustrant. Mais tout ça pour dire que, paradoxalement, effectivement, il y a une évolution, ce type de message. On a quand même un documentaire sur une chaîne de chasse et pêche dont plus de 50% dit « les poissons sont géniaux, ils ressentent la douleur ». Je crois que ma dernière phrase doit être « la pêche génère une souffrance énorme dans les océans ». Et ce truc a été extrêmement bien reçu dans le monde de la pêche, quoi. Donc ça prouve bien que c'est un discours qui commence à vraiment réussir à passer dedans. Et est-ce que plus largement, les scientifiques ont tendance à s'emparer de cette question des conséquences de la pêche sur les poissons ou sur le comportement des poissons? Oui. Non, je plaisante. Oui, beaucoup. Comme le disait très justement Amandine, il n'y a pas de réglementation sur cette question. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu, notamment avec l'élevage et beaucoup d'augmentation de l'aquaculture en Europe. Je connais surtout le cas européen, moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que notamment la Norvège a pas mal progressé là-dessus. Elle a obtenu des fonds européens. Du coup, l'Europe a commencé à pas mal financer les questions d'études sur le bien-être des poissons. Et donc, ça a commencé à intéresser beaucoup de scientifiques de pouvoir avoir des fonds pour travailler sur le bien-être. Donc, même si des trucs n'étaient pas exactement sur le bien-être, on rajoutait des morceaux de bien-être dedans pour pouvoir avoir des fonds. Et donc, en fait, il y a beaucoup de travaux sur le bien-être des poissons qui ont commencé à apparaître depuis une dizaine d'années. Et maintenant, il y a vraiment énormément de publications dessus, mais vraiment beaucoup. Et on en a notamment qui commencent à sortir des guides de bonne conduite, en parallèle aux assos qui font des certifications, mais on a aussi des scientifiques qui sortent des guides de bonne conduite, des livres entiers. On a un excellent livre qui est sorti en 2020 qui s'appelle The Welfare of Fish de Christensen, qui est une véritable bible, qui est fantastique, qui recouvre de l'éthique, du welfare, mais il y a vraiment, c'est une bible, il est incroyable ce livre. Et il y a beaucoup pardon, j'ai le mot anglais, guidelines, de livres de guides de bonne conduite, qui n'arrêtent pas de sortir en permanence, alors qui ne sont pas des réglementations, mais où c'est des scientifiques qui disent, voilà, aujourd'hui on sait ça, si vous voulez suivre des trucs pas trop mal pour vos poissons, vous pouvez faire ça, mais c'est pas coercitif, quoi. Un truc qui est intéressant à noter, peut-être, je ne sais pas si je déborde, arrêtez-moi si jamais je déborde. Il faut penser que quand on parle de bien-être des poissons, le bien-être, c'est un terme qu'on a employé pour essayer de mettre des gens qui ont des intérêts différents autour d'une même table. Le mot bien-être regroupant tout un tas de trucs totalement aux antipodes les uns des autres. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Et quand on va parler de bien-être, vraiment notamment sur les poissons, souvent il va y avoir en gros 3 façons de percevoir le bien-être qui ne sont pas forcément OK les unes avec les autres. On va avoir le bien-être, ce qu'on va appeler en anglais nature-based, basé sur la nature, c'est-à-dire qu'il faut que ça ressemble aux conditions dans lesquelles vont vivre les poissons. Par exemple, il faut qu'ils vivent dans un lac, ou un truc comme ça. Pourquoi c'est pas nécessairement OK avec d'autres trucs? Par exemple, ça implique de la prédation. Et du coup, c'est pas forcément bien pour le poisson de se faire bouffer ou à moitié bouffer ou avoir des parasites. On va avoir le function-based, c'est-à-dire sur sa propre santé. Et ça, c'est ce qu'on va avoir presque toujours en bien-être, parce que c'est des critères faciles à évaluer.
Est-ce qu'ils grossissent bien? Est-ce que la mortalité est raisonnable? Est-ce qu'ils ont des maladies, etc. Et en fait, quasiment tout le bien-être animal, et c'est pas que pour les poissons, d'ailleurs, c'est le bien-être animal souvent, mais moins maintenant en élevage, beaucoup, c'est basé là-dessus, parce que c'est des critères de productivité faciles à évaluer. Et donc souvent, les guides de bonne conduite, pour avoir lu quasiment tous ceux qui sont sortis sur les poissons récemment, ils sont basés là-dessus. C'est les taux de mortalité, c'est les machins, parce que c'est facile. Et il y a le feeling-based, basé sur les émotions, et ça c'est ce que, en général, en tant qu'association, etc., on veut mettre en avant, parce que c'est basé sur la façon dont le poisson va le vivre. Ce qui est plus dur à évaluer, du coup. Et ça, il y a peu de scientifiques qui travaillent là-dessus. Ça va être l'enrichissement réel de l'univers du poisson. Comment on va pouvoir donner au poisson quelque chose qui vaut d'être vécu. Ce qui en paradoxe, ce qui quelque part est ironique, parce que vouloir donner une situation qui vaut d'être vécue veut dire que protéger ce poisson implique qu'il a une valeur morale, et donc que ça compte, que sa vie compte, et que sa vie compte dans ce cas-là. Est-ce qu'on devrait vraiment le mettre là? Voilà. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes qui commencent à travailler là-dessus. Là où ça fait quelques années qu'on l'a sur les animaux d'élevage terrestre, on commence à avoir quelques équipes qui travaillent là-dessus, et notamment une des équipes en pointe sur cette question est en France. C'est une équipe de l'INRAE qui travaille là-dessus, l'équipe de Violaine Colson, qui justement essaie de voir comment est-ce qu'on peut donner des expériences de vie, des gros guillemets, positives, notamment en élevage aquacole sur ces animaux. Merci beaucoup à vous deux pour ces développements. On va passer au quiz. Donc, il faut faire ça pour que ça marche, ouais. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont envie de participer à un petit quiz qui s'appelle Question pour un champion, mais en fait plutôt Question pour un poisson. Question pour un poisson champion. Il nous faudrait 2 ou 3 personnes normalement, voilà. Donc Silver. Est-ce qu'une deuxième personne, ouais, peut venir? En fait, il faudrait qu'on se mette, voilà, 2 là, peut-être qu'il faut un peu bouger les chaises. Ouais, attendez, juste. Ouais. Faut qu'on fasse gaffe d'être dans le champ aussi. Ouais, est-ce qu'une deuxième personne peut venir, quelqu'un qui oserait défier la logique d'un quiz? En sachant que le public pourra aussi participer. Hein. Ouais, tu peux parfaitement, ouais. En fait, il faudrait qu'il y ait un micro vers vous. Ouais, voilà. Voilà, là, il est allumé. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez tous les deux le prendre. Le type de quiz que ça va être, c'est comme question pour un champion. Là, on peut y aller, hein, ça tourne. Hein, ouais. J'ai l'impression. C'est comme question pour un champion, on va faire une description de quelque chose. Ouais. C'est à la One-Yen. Ouais, reculez vers où? Vers là. Ça va durer un quart d'heure environ. L'idée, c'est qu'on va faire donc une description de quelque chose, et la première personne entre Silver et Amadeus qui devine de quoi on parle, buzz, enfin il n'y a pas de buzz, mais enfin prend le micro, quoi. Ouais. Et essaye de deviner ce que c'est. Et en fait, l'idée, c'est qu'au début, ouais. Au début, la description c'est difficile de deviner ce dont on parle, et ensuite ça deviendra de plus en plus facile. Voilà. Et à la fin, et en sachant si personne ne devine, on demandera au public s'il a deviné. Petit truc qui n'a rien à voir, je précise, n'hésitez pas à faire des stories sur Instagram en taguant Campus Animaliste. Comme ça, on repartage sur Insta ensuite. Voilà, il faut faire ce genre de petite promo pour qu'on booste notre visibilité. Voilà, et donc je vais commencer. Célim aussi. En fait, Célim et moi, on alternera une question chacun. Moi, j'ai tout bien écouté, donc je pense que normalement, je suis bien, quoi. Mais donc le public aussi peut être très attentif, hein, parce que le public peut avoir son mot à dire si aucun des candidats ne trouve. Alors hop. Et oui, vous pouvez essayer de deviner aussi. Hein. Est-ce que tout le monde est prêt à essayer de trouver? Prêt? Alors, top, je suis un animal dont l'espérance de vie est de 30 ans. À l'âge adulte, je mesure entre 15 et 47 cm de longueur. On m'appelle parfois le carassin doré. Je suis une espèce de poisson d'eau douce appartenant à la famille des cyprinidés. Sébastien Moreau, évidemment. Même si certaines de mes variétés vivent à l'état sauvage, je suis considéré en France comme une espèce domestique depuis l'arrêté de 2006.
J'ai besoin, pour atteindre ma taille normale, de grands volumes d'eau. Sinon, je suis atteint de nanisme et de difformité. Le poisson rouge. Oui! Oh, Silver. Je termine la description. La description est quand même intéressante. Désolé, Amadeus. Je suis un poisson grégaire et je ne supporte pas une vie solitaire. Une existence dans un bocal conduit à ma mort prématurée. La National Institute of Health s'est penchée sur mes capacités cognitives. Dans l'expérience proposée, activer un levier me permettait de me nourrir et je ne manquais pas de l'actionner moi-même. L'étude concluait donc que j'étais capable de m'adapter aux circonstances et d'apprendre. En 2011, des scientifiques israéliens, dans l'étude Zion et Hall, m'ont nourri pendant 28 jours en associant un son à un repas. Après une semaine d'interruption, je continuais de me précipiter sur le réceptacle de nourriture en entendant le son associé. Je m'étais donc souvenu de l'association pavlovienne entre son et alimentation. Pourtant, on se moque beaucoup de ma mémoire. Je suis un poisson rouge. C'était la première question. Bravo, Silver. Souvent utilisé à des fins stratégiques, il se propage 5 fois plus vite dans l'océan que dans l'air, une technique utilisée majoritairement... L'écolocation. Bonne réponse. Moi, on m'a forcé à venir ici. Je peux pas prendre... On peut pas faire équipe. Je me mets même avec Amandine, mais... Si d'autres personnes veulent venir, vous pouvez encore. Hein. Les deux se disent. Tu veux continuer à expliquer? C'est chaud, c'est plutôt clair. Tu veux finir? Bon, si vous voulez un petit mot en plus communément connu sous le nom de sonar, il est utilisé par les cétacés à des fins stratégiques dans les océans, où le son se répand 5 fois plus vite dans les océans que dans l'air. En plus de servir pour la chasse ou se protéger, l'écolocalisation permet aussi à certains animaux de se déplacer au sein de leurs habitats. Troisième question. Il y a 9 questions en tout, 9 ou 10. C'est une question très difficile. Très difficile. On me trouve abondamment dans les eaux douces et les mers. Il n'est pas toujours aisé de me définir. Une truite. Non. Et les classifications ne se mettent pas toujours d'accord sur mon cas. Je corresponds à une catégorie très hétérogène d'animaux, mais on parle souvent de moi à l'emporte-pièce. S'il fallait identifier des caractéristiques précises, on peut dire que je suis un vertébré aquatique à branchies et pourvu de nageoires. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Je suis aussi un être humain, né entre le 19 février et le 20 mars, et l'astrologie m'apprend qu'à cet égard, j'ai une personnalité émotive plus qu'analytique. Le poisson. Exactement, c'est le poisson. Doté d'une vision globale intuitive, à l'inverse de mon signe opposé, la Vierge, je fais partie du titre de cette conférence, je suis un poisson. C'était la question la plus difficile. J'ai hésité. Hein, Je mesure environ 1,80 m de large et 1,80 m de haut pour un poids d'environ 600 kg et je peux être entendu à plus de 3 km Un orque. sous l'eau. Mauvaise réponse. Une baleine. On s'y rapproche. Un requin-baleine. C'est pas ça. C'est un organe. Un organe qu'on retrouve justement chez... Une nageoire. Non, Un aileron. toujours pas. Un fanon. Non plus. Ah non. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez un indice en plus? Si je vous donne un indice, vous allez trouver, c'est sûr. Avec une fréquence de 8 à 10 battements, Le cœur. le cœur d'une baleine bleue. Baleine bleue. Tu disais 1,80 m? Ça mesure environ 1,80 m de haut et 1,80 m de largeur. Et ça émet une fréquence de battement de 8 à 10 pulsations par minute. Et on peut l'entendre à environ 3 km dans l'océan. Vous n'êtes pas super bons, hein, les deux, là. Ils n'ont pas de micro, ils ne peuvent pas répondre en plus. Alors, question suivante. Je suis un poisson cartilagineux. Les premières variétés de mon genre sont apparues il y a 420 millions d'années. À partir du Crétacé, il y a 100 millions d'années. Requin.
Alors je vais terminer quand même, parce que sinon c'est frustrant, j'aurais écrit ça pour rien. Beaucoup de mes ancêtres ont adopté en forme moderne, donc il y a 100 millions d'années. Pourtant, 50% de mes espèces sont menacées d'extinction aujourd'hui. Je suis intensivement consommé en Asie du Sud-Est à hauteur de plusieurs centaines de milliers de tonnes, mais un rapport de 2022 du Fonds international pour la protection des animaux montre que l'Europe est responsable de 28% des importations mondiales de mes ailerons et de 45% de son exportation. Je fais régulièrement l'objet de chasses et de commerces, étant utilisé par l'homme pour l'alimentation, la maroquinerie, les cosmétiques. Je suis parfois tenu en captivité. Je suis 75 fois moins mortel pour l'homme que les éclairs, 132 fois moins que la noyade. Aux États-Unis, ma morsure a conduit à la mort de 10 personnes entre 2001 et 2010, pour 263 personnes mortes par morsure de chien. Pourtant, j'ai une réputation de tueur d'hommes et ma mâchoire a donné son nom à un film de Spielberg. Je suis un requin. Bravo Sylvain. Je mesure entre 6 à 33 mètres, je suis connu dans le monde entier, on peut me croiser partout en mer, j'ai la capacité de capturer une grande quantité d'animaux marins en une seule prise. Qui suis-je? Une baleine. Mauvaise réponse. Un orque. Un cachalot. Non plus. Ah ouais, c'est bon, Vous j'ai avez- trouvé. Le public dit la réponse. Un chalutier. Bonne réponse. Ah, j'ai été aidé là, c'est trop facile. Mais je croyais que c'était sur les poissons. Nouvelle question. On est vers la deuxième moitié des questions. Allez, question à 2 points, mais en fait on compte pas vraiment les points. Vous faites équipe. C'est le public contre vous deux. C'est mieux. En fait, tous les 4. Je suis un processus pratiqué très couramment par les pêcheurs pour augmenter la quantité de poissons dans un espace naturel. Le réempoisonnement. Le sentiment de faire équipe à l'Amadeus a considérablement augmenté son efficacité. Alors, il y a des débats sur les termes. Tu veux, non? Empoisonnement? Ouais, moi j'étais en poissonnement aussi, bon je termine là. 2 jeunes poissons appelés nourrins sont élevés en conditions artificielles dans des piscicultures puis déversés dans les rivières, lacs et mers. Cela permet aux pêcheurs de continuer leur activité puisque je produis dans le court terme un renouvellement du vivier de poissons à pêcher. En France, je m'applique surtout aux salmonidés comme les saumons et les truites. Je suis dénoncé par certaines associations comme Paris Animal Zoopolis. Passe. Paris Animaux Zoopolis. Le taux de mortalité des poissons relâchés peut être 10 fois supérieur à celui des poissons sauvages. Ma pratique entraîne une perte de diversité génétique et réduit à long terme les capacités de reproduction de la population initialement augmentée. Les conditions d'élevage en pisciculture des poissons qui sont ensuite déversés sont également très critiquées. Je suis parfois financé par des fonds publics. On estime que le nombre de poissons qui me subissent, l'empoisonnement donc, c'est entre 35 et 150 milliards de poissons. Mon nom est composé du mot poisson et est sonomoriquement proche du mot empoisonnement. Je suis. Je suis un phénomène de dégradation d'un environnement aquatique provoqué par une augmentation des substances nutritives. Les algues vertes. L'eutrophisation. Bonne réponse. Elle provoque la perturbation de l'équilibre biologique des eaux. Les conséquences sont la prolifération d'espèces végétales ou animales invasives, parfois toxiques, comme par exemple les algues qu'on peut retrouver en Bretagne. Dernière question pour ma part, et je pense que Céline en aura ensuite une. Question très petite celle-là, le développement est plus faible. Mais Face à eux, hein, oui, c'est face à eux. Mais Amandine en a parlé, donc ça devrait normalement, au bout de 2 mots, vous devriez trouver. Je suis. Amandine n'en a pas parlé, hélas. Je suis une technique de pêche. La pêche au vif. Donc une technique de pêche qui vise les poissons dits carnassiers, brochets, silures, black bass et autres. J'attire ces poissons à l'aide d'autres poissons qui sont leurs proies, comme le gardon, le verron et la carpe. Ce poisson proie est blessé et accroché à l'hameçon. Voilà. C'est tout pour moi.
Je suis un organe que possèdent les poissons osseux. Je détermine la profondeur à laquelle le La poisson vessie flotte. natatoire. Bravo, franchement, bravo. C'est parce que je regarde, je regarde la chaîne Salade d'Oiseau sur YouTube, en fait. Je touche pas l'argent pour dire ça. Je vais expliquer un petit peu. C'est un organe qui sert à déterminer la profondeur à laquelle le poisson flotte dans l'eau et lui permet ainsi de se mouvoir à la profondeur qu'il veut Atteindre. Il veut atteindre, exactement. Bravo à vous deux, en tout cas. On a terminé, on peut continuer la table ronde et nous, on va redisparaître. Merci à vous. Donc on va passer maintenant à la troisième partie qui aborde la question de la réglementation et de la régulation de la pêche. Donc on a vu que la pêche était une pratique génératrice de beaucoup de souffrance pour les poissons. Et pourtant, tu as dit qu'il n'y avait aucune régulation ni réglementation à ce jour qui existait, ni au niveau national, européen ou international pour limiter cette pratique. Est-ce que tu pourrais développer ? Oui, non, mais c'est une question centrale. Donc en fait, quand on dit qu'il n'y a aucune réglementation, encore une fois, dans l'objectif de limiter la souffrance. C'est-à-dire que oui, il y a des réglementations, mais c'est des réglementations, par exemple, soit sur des questions écologiques, soit sur des questions, par exemple, de quotas, et en fait, c'est dans l'objectif que tout le monde, on va dire, puisse pêcher. Mais en tant que limiter la souffrance des poissons, il n'y a aucune réglementation. Donc, par exemple, sur la question de la pêche de loisirs, il y a des réglementations liées, par exemple, aux périodes de fermeture de pêche. Donc, en fait, on ne peut pas pêcher toute l'année certaines espèces. Mais là encore, c'est dans le but, en fait, qu'il faut que les pêcheurs aient leur stock, hein, puisqu'ils considèrent les poissons comme un stock à gérer. Donc, en fonction des périodes de reproduction, donc, il y a un arrêté, en fait, chaque année qui définit donc, les périodes d'ouverture et de fermeture de pêche. Il peut y avoir aussi des règlements. Alors, ce qui est très complexe, c'est qu'on a des réglementations qui peuvent être très locales, mais en tous les cas, ce n'est pas sur la question de la souffrance. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que on a en France des réglementations, donc souvent c'est des arrêtés préfectoraux qui vont interdire la consommation de poissons. Ça peut être sur des fleuves, sur des lacs. Ça peut être des arrêtés qui interdisent la consommation de manière temporaire ou permanente. Donc, par exemple, à Paris, il est interdit de consommer les poissons dans l'Ourcq et dans la Seine depuis longtemps, en fait, hein, de façon permanente, pour des raisons de santé publique, donc liées au PCB, aux métaux lourds, etc., qu'il y a dans la Seine et donc dans les poissons. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a des arrêtés, donc une réglementation qui dit « vous n'avez pas le droit de manger les poissons », mais strictement rien sur la pêche. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit on n'a pas le droit de les manger, mais la pêche, par contre, vous pouvez continuer, c'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez même les tuer, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez pas le droit de les manger. Donc ça, je trouve que c'est très révélateur de la façon dont notre société considère les poissons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bons à manger, mais ils sont bons à être pêchés, à être blessés, à être tués. Donc évidemment que nous, une de nos propositions qu'on a portée, c'est la plus ancienne de nos propositions sur la question des poissons, qu'on avait portée notamment avec Daniel Simonet au Conseil de Paris, c'est l'interdiction de pêcher dès lors qu'on n'a pas le droit de manger les poissons. Ça paraît quand même être le b.a.-ba, et c'est quand même de dire que blesser les animaux ne doit pas être un loisir. Voilà. Parce que tant qu'on l'autorise, ça veut dire accepter le fait qu'on puisse les piéger, les blesser, si on veut les tuer, si on ne veut pas, on les relâche, on fait ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc ça montre en fait que la vie, la souffrance des poissons n'est pas pris au sérieux en fait politiquement. Donc ça c'est une mesure qui est vraiment importante, que dès lors qu'on n'a pas le droit de consommer les poissons, on arrête de les pêcher. Voilà. Et souvent ça arrive, vous savez, souvent quand il y a des épisodes de pollution, que ce soit des usines ou autres, temporaires, de suite on dit on n'a pas le droit de manger, mais vous pouvez continuer à les pêcher. Quoi, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à dire. Sur la question de la réglementation, donc comme je l'ai dit, peut-être qu'on aura dans des années une réglementation spécifique sur certaines espèces, sans doute les espèces qui sont les plus élevées en Europe, sans doute les saumons, un début de réglementation. Alors comme ça avait été évoqué un peu tout à l'heure,
en termes de travaux scientifiques, la Commission européenne a demandé à l'EFSA, donc une organisation européenne scientifique, d'alimentation, enfin, sécurité alimentaire, mais aussi vétérinaire, etc., à commander des études sur certaines espèces de poissons. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à suivre, mais c'est assez déprimant de voir les délais, puisque c'est des commandes qu'il y a, je crois, en 2030, etc. Donc c'est assez loin, et qu'avant cela, il y a des études qui ont été commandées sur d'autres espèces terrestres. Je m'en souviens plus lesquelles c'est, mais je crois qu'il y a les vaches laitières, je crois qu'il y a les cailles aussi, sur lesquelles il n'y a aucune réglementation aujourd'hui, l'élevage de cailles. Et voilà, donc ça montre en fait que les institutions politiques commencent un peu à s'intéresser au sujet. Mais qu'on est très loin d'avoir un début de réglementation. Alors sur la réglementation, alors c'est pas sur la pêche, mais je vais en parler en plus, ça faisait partie un peu du quiz, c'est qu'on a une loi que nous, au sein de PAS, on essaye de faire appliquer. C'est, vous savez, cette fameuse loi qui donc interdit le fait d'offrir en guise de lot ou de vendre des poissons rouges sur les fêtes foraines, en tout cas sur tout événement qui n'est pas un événement agricole, donc ça peut être des kermesses, etc. Donc ça, c'est une réglementation qui existe, en fait, et qui n'est pas du tout appliquée. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui sont massives. On a affaire à des mairies qui ne sont même pas au courant que ça existe, à des DPP, donc les services vétérinaires de l'État, qui, en fait, ne veulent même pas contrôler, s'en foutent. Nous, on leur écrit, ils ne nous répondent pas. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, ça montre aussi comment sont considérés les poissons au niveau politique. Donc, on a été reçu au ministère de l'Agriculture pour exiger que cette loi soit appliquée. Et on nous dit clairement qu'en fait, il n'y a pas trop de moyens, en fait, c'est pas trop la priorité. Et puis, en fait, il y a le ministère qui va faire des cellules de gendarmerie, je sais pas quoi, mais qu'en fait, on s'en fout des poissons rouges, quoi. Donc, c'est ça. Donc voilà, on a une loi et elle n'est pas appliquée. Donc là, on a un problème. Donc, ça veut dire qu'évidemment, ça va être à nous, associations, à aller chaque fois interpeller les mairies, mettre la pression, faire couler de l'encre dans la presse pour dire qu'il est absolument scandaleux qu'on ait une loi et qu'elle ne soit pas appliquée, alors même que c'est les maires qui autorisent les fêtes foraines. Donc ça veut dire qu'il suffirait juste que les maires disent aux forains, bon ben là vous allez vous installer, mais ça vous le respectez, et voilà, ça serait fini. Donc je pense que en 2023, en tout cas, nous c'est une de nos priorités que cette pratique cesse définitivement en France. On ne veut plus de poissons rouges sur les fêtes foraines, parce que au-delà, évidemment, d'avoir des animaux qui souffrent, et ça a été dit dans le quiz, avec des animaux qui ont besoin d'espace, etc., enfin, des conditions totalement inadaptées et scandaleuses, au-delà de ça, je rappelle quand même l'enjeu des poissons rouges dans les fêtes foraines, parce que souvent on peut nous dire que c'est anecdotique. Non, on apprend dès le plus jeune âge aux enfants que les poissons, que les animaux sont des jouets. Donc là, c'est un véritable scandale, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur inculquer culturellement à des générations que gagner un poisson, c'est gagner un pistolet à eau, c'est gagner une peluche. Donc c'est ça qu'on apprend, en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, cette bataille-là, et que évidemment pour nous c'est aussi une opportunité de dire que les poissons souffrent, voilà. Et là il y a eu beaucoup d'articles de presse là-dessus, il y a eu beaucoup de médias nationaux qui sont intéressés à ça. Donc c'est aussi on va dire, un sujet pour faire parler des poissons. Voilà. Donc en tout cas, sur la réglementation, il y a tout à faire, il y a tout à construire. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle une réforme de la pêche de loisirs en France. Donc avec toute une série de mesures pour essayer de poser des limites au pire du pire, en fait. C'est ça qu'on dit au gouvernement, on veut poser des limites, en fait. Là, aujourd'hui, les pêcheurs, ils font ce qu'ils veulent sur les poissons. Je veux dire, au niveau de la loi, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je veux dire, nous, on a vu des poissons qui sont laissés au sol en train de crever. Il y en a qui les écrasent avec le pied. Et évidemment, ça ne fonctionne pas, donc ils souffrent, etc. Enfin, bon. Donc, c'est ça qu'on dit. En fait, ça devrait aller de soi, quoi. C'est-à-dire qu'au vu des connaissances scientifiques, au vu qu'on n'a aucune réglementation, on demande de poser des limites, voilà. Et donc évidemment, là, quand on l'explique ça au ministère, je veux dire, tout le monde est d'accord. Mais là, on est clairement sur la question du rapport de force, en fait. C'est-à-dire qui va taper le plus sur le poing sur la table, qui va le plus déranger. Donc c'est là où aujourd'hui on fait face, en fait. Mais évidemment que c'est une question de temps pour arriver à des objectifs. Mais on sait que le milieu de la pêche de loisirs est extrêmement puissant. Parce qu'un peu comme à l'image des chasseurs, en fait, ils ont évidemment une ancienneté, une expérience, ils sont très répartis sur tout le territoire, ils ont des relations avec le plus haut sommet de l'État. Enfin, je veux dire, un exemple, par exemple, très important, à chaque assemblée générale de la FNPF, il y a une ministre qui vient et qui fait un discours. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, et moi je leur ai dit, vous comptez venir à notre AG ou pas? Ça se passe comment, en fait?
Non mais voilà, enfin, je veux dire, comment on peut accepter ça? Enfin, je veux dire, c'est déjà des organisations qui sont arrosées d'argent public massivement au niveau des régions, au niveau, voilà, ils ont plein de subventions à tous les niveaux, et donc on a une ministre qui vient, voilà, et qui chaque année fait des discours et tout. Donc, enfin, moi je trouve que symboliquement, enfin, c'est quoi le message envoyé en fait? C'est que on s'en fout de la souffrance des poissons ou quoi? Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des choses qu'il faut absolument rendre visibles et de dire que ce n'est plus possible en fait, et que chaque fois qu'il y a des réunions sur comment on va réglementer la pêche, quand il y a des problèmes ou même des questions liées à des espèces et tout, nous on veut être autour de la table en fait, parce que pourquoi il n'y a que eux qui y sont? Et en fait, jusqu'à présent, les pêcheurs de loisirs en France, ils faisaient la loi en fait, tout seuls, voilà, ils décidaient tout seuls dans leur intérêt, et il faut arriver à casser cette idée que les pêcheurs défendent les poissons. Non, en fait, ils défendent le fait de pêcher. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, avec les silures, vous savez, qui sont ces très très gros poissons qui excitent certains pêcheurs, mais qui, de notre côté, certains pêcheurs veulent les éradiquer parce qu'ils sont en concurrence et qui mangent des poissons que eux veulent pêcher, etc. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas dans l'intérêt des poissons, ils sont dans l'intérêt de leur loisir et de pouvoir chaque fois avoir assez de stock à pêcher. Autrement, ils sont frustrés. Donc voilà, donc c'est important de se dire que ce n'est plus acceptable qu'ils soient les seuls à être consultés. Voilà, ne serait-ce qu'être consultés. Et je rappelle que historiquement, à l'Assemblée nationale, il y avait un groupe d'études pêche de loisirs. Depuis le dernier mandat, il a fusionné avec la chasse. Donc c'est intéressant aussi de suivre ce rapprochement entre les chasseurs et les pêcheurs. Les pêcheurs, contrairement aux chasseurs, ont quand même une très très bonne image. Mais ça va être intéressant dans les années à venir de voir les alliances qu'il va y avoir entre les chasseurs et les pêcheurs, parce que ils savent que voilà, qu'ils sont à peu près dans le même camp à avoir un loisir qui fait souffrir les animaux et à les tuer. Alors justement, petite question, on sait que les associations de défense des droits des animaux font un énorme travail à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous, en tant que citoyens un peu lambda, de faire pour justement stopper cette pêche de loisirs ou cette pêche tout simplement ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Alors déjà, je fais une petite parenthèse sur la question des poissons rouges. Pour nous, c'est vraiment hyper important que si vous voyez des poissons rouges sur des fêtes foraines, vous prenez des photos, vous nous les envoyez immédiatement avec la date et la ville pour que nous, on puisse réagir vite. Donc ça, c'est vraiment très, très important qu'on puisse réagir à chaque fois en informant. Donc nous, on informe ensuite la mairie, les services vétérinaires et la presse. Et ça, c'est vraiment très important. Donc surtout, n'hésitez pas à nous alerter quand vous voyez ça. Sur la question de la pêche de loisirs, alors il y a beaucoup de choses à faire, hein. Vous pouvez écrire à votre conseil régional. Donc nous, en fait, on a écrit à toutes les régions en France pour leur demander les documents administratifs des subventions. Donc on se rend compte que toutes les régions en France donnent de l'argent public de manière massive aux associations de pêche. Donc déjà, leur dire que ça, ce n'est pas acceptable pour vous, et leur dire que vous pensez qu'il faut que l'argent public aille à des associations qui soignent les animaux, qui les protègent, et pas des associations qui blessent les animaux. Donc voilà, donc ça c'est important. Vous pouvez aussi écrire à votre mairie pour lui dire de prendre position publiquement contre la pêche au vif. Vous pouvez évidemment écrire à vos parlementaires, donc députés, sénateurs, sénatrices, c'est très très important de leur dire que aujourd'hui il y a en fait juste de leur expliquer, il n'y a aucune réglementation sur la souffrance des poissons, ils souffrent, on le sait, et donc il faut faire quelque chose pour faire reculer la souffrance des poissons. Donc déjà d'écrire ça, c'est vraiment important, de suivre ce qui se passe. Ensuite de réagir quand il y a des parlementaires qui soutiennent clairement des pratiques de pêche. C'est important de dire je ne suis pas d'accord, vous avez fait ça, ce n'est pas acceptable. Évidemment de partager les images. Il y a quand même peu d'images sur la souffrance des poissons. Donc nous on a fait plusieurs enquêtes, pêche au vif, empoisonnement, et donc c'est important de les partager pour vraiment rendre visible en fait ce que les poissons vivent. Et puis évidemment d'en parler autour de vous en fait aussi. Alors on a des tracts, n'hésitez pas à les diffuser ou des liens, etc. pour en parler autour de vous, pour faire ouvrir le sujet. Et en fait ce qui est important, c'est que tout le monde se rende compte de ce que les poissons vivent et qu'ils n'y soient pas d'accord. Alors
ça va pas forcément être demain des militantes et militants, mais en fait, c'est important d'avoir quand même une base importante dans l'opinion publique pour que quand il y aura un débat au Parlement, qu'il y ait un soutien. Voilà. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on a fait une étude d'opinion sur la pratique de la pêche au vif. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, une grosse partie ne sait pas ce que c'est. Et vous voyez, c'est ça tout le défi. C'est-à-dire que si vous posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les animaux dans les cirques, les gens, en général, ils disent oui ou non. Enfin, ils savent ce que c'est, quoi. Bon, ils savent ce que c'est un tigre dans une cage, etc. Là, si vous posez la question de la pêche au vif, alors évidemment, on explique ce que c'est, mais il y en a beaucoup qui vont dire je ne sais pas parce qu'en fait, ils n'ont pas réfléchi, ils savent pas trop ce que c'est, ils comprennent pas, voilà. Et donc, le gros défi, c'est d'expliquer encore et encore ce que c'est cette pratique avec des vidéos, avec des photos, ou expliquer tout simplement, on plante un hameçon dans le dos d'un poisson, il est vivant et on le balance à l'eau. Et en fait, nous, on est convaincus que quand demain tout le monde saura vraiment ce que c'est, forcément la majorité est contre, en fait. Et aujourd'hui, on le voit. D'ailleurs, on a une majorité relative qui est pour l'interdiction de la pêche au vif. Et c'est ça un peu la force des pêcheurs, c'est qu'on est sur des pratiques quand même qui sont un peu techniques. Et donc, il faut qu'on l'explique ce que c'est. Parce que c'est comme tous les sujets un peu de la cause animale. C'est-à-dire que si on les explique, les gens sont d'accord avec nous. Enfin, je veux dire, il ne peut pas en être autrement. Et ça, c'est un peu la grosse force un peu du mouvement pour la cause animale sur les techniques de chasse, où là, on commence vraiment à être informé, on commence vraiment à savoir quelles sont les techniques de chasse, et l'opinion publique aussi. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire sur les poissons. Arriver à vulgariser les pratiques. Expliquer qu'aujourd'hui, on élève massivement des poissons pour les balancer à l'eau, pour les pêcher. Et ça, est-ce que c'est... Voilà, et quand on explique ça, ça paraît inacceptable, quoi. Donc il faut vraiment arriver à vulgariser là-dessus et aussi à expliquer des propositions très concrètes. Donc, on n'a pas le droit de les manger, donc on doit interdire la pêche. On doit interdire le fait d'utiliser un animal vivant, vertébré, vivant comme appât, etc., etc. Donc, et le permis de pêche aussi, c'est quand même... on pense vraiment à un outil qui peut être fondamental et un tournant. Donc c'est le cas en Suisse, en Allemagne. Donc en fait, il y a des formations qui sont passées, notamment sur la souffrance, mais aussi sur la reconnaissance des espèces, etc. Et aussi sur les méthodes de mise à mort. Et donc le permis de pêche, c'est intéressant sur plusieurs axes, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place. Évidemment, certains pêcheurs sont pour, mais d'autres sont vraiment contre, en se disant qu'évidemment, il y aura une barrière à l'entrée, en fait, et que ça va être plus dur de pêcher. Mais bon, ça fait partie aussi des intérêts. Donc voilà, donc c'est important d'arriver à diffuser ces informations-là. Eh ben, merci beaucoup à vous deux pour vos développements encore une fois. On va passer aux questions-réponses du public. Ok, on a déjà beaucoup de questions. Ouais. J'ai deux petites questions. Dans 1 an et demi, il y aura les JO à Paris. Et donc, Hidalgo, enfin les élus avaient promis, enfin j'aime pas trop le terme, mais donc, de dépolluer la Seine, c'est ça? Et donc, une fois que la Seine serait dépolluée pour ces foutus JO, donc la pêche va continuer de plus belle. On va dire, ben, c'est bon, on peut... Non. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Oui, enfin en fait, donc ce qu'il a été dit, c'est que en fait c'est dans l'objectif que les épreuves, je sais pas comment on dit, aquatiques là, aquatiques, ouais, tout ce qui est natation, puissent se dérouler. Bon, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que au vu aujourd'hui de nos réunions avec la mairie de Paris sur la question de la pêche, on a été reçu récemment par le premier adjoint. Ce n'est pas à l'ordre du jour de la mairie d'interdire la pêche. Mais voilà, mais c'est, je veux dire, il faut pas s'inquiéter. Hein, je veux dire, on a toujours des non jusqu'à qu'on ait un oui. Donc voilà, ça fait partie de, c'est comme les cirques. Voilà, un mois avant qu'il y ait la proposition de loi à l'ordre du jour, on pensait que ce serait pas interdit. Donc voilà, ça fait partie du processus militant. Mais voilà, on va continuer. On travaille beaucoup il y a beaucoup d'élus locaux par arrondissement qui sont d'accord. Donc on propose qu'il y ait des expérimentations qui soient faites, par exemple, interdire sur certains lacs, notamment du Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, etc. Je rappelle aussi, c'est pas vraiment le sujet, mais je le dis aussi, que la pêche ne blesse pas que les poissons,
que nous, on reçoit régulièrement des photos atroces d'oiseaux qui sont blessés par des hameçons, par des fils de pêche, à cause de déchets qui sont laissés volontairement ou involontairement. Voilà, et la mairie de Paris se satisfait de mettre une petite page en marquant une petite page sur son site web qu'il faut que les pêcheurs ramassent leurs déchets. Bon, alors ça fait depuis des années qu'on a des animaux qui sont blessés, qui meurent à cause de ça, et des gens qui essayent de les soigner. Donc voilà, donc on continue là-dessus, mais c'est compliqué, mais on continue. Et il n'existe pas de fonctionnaires, comme pour la chasse, enfin, on appelle ça l'OFB, qui sont censés mettre des PV. Enfin, là, je suis en plein rêve, mais bon. Ben, en fait, le problème, c'est que, comment dire, alors déjà, il y a très peu de contrôle, mais il y a ce qu'on appelle des gardes-pêche qui doivent contrôler, souvent qui sont payés par les assos de pêche, mais eux, ils vont contrôler, en fait, par exemple, s'ils ont leur carte de pêche, donc c'est le fait de payer une cotisation. Ils peuvent contrôler, évidemment, s'ils pêchent en période ouverte, autorisée ou non autorisée, mais en tout cas, c'est pas un contrôle lié à la souffrance des poissons. Donc voilà, donc pour nous, c'est pas satisfaisant, quoi. Oui, j'ai une question concernant la douleur. J'ai entendu parler de douleur, donc de souffrance. Est-ce que vous confirmez qu'on pourrait parler aussi pour les poissons de douleur liée à l'attachement ? Je pense par exemple à l'attachement d'un poisson pour son partenaire ou pour ses bébés. Et je pense à des techniques de pêche qui consistent à attirer le bébé pour attirer les parents. Et donc, est-ce que vous confirmez que c'est une souffrance aussi pour les poissons ? Alors, je ne connais pas de technique de pêche de ce genre-là. Je reviens sur... Ça va dépendre des poissons. Ça dépend complètement du style, parce qu'on va avoir des poissons qui, par exemple, fonctionnent en fécondation externe, où la maman va balancer les œufs, le papa va balancer sa semence par-dessus, chacun part de son côté, ils verront jamais les enfants. Il n'y aura pas d'attachement. Mais on a aussi des poissons qui vont s'occuper de leurs petits. Et dans des cas comme ça, alors, vis-à-vis des petits, je ne connais pas de travaux. Et si je ne connais pas de travaux, c'est probable qu'il n'y en ait pas parce que je connais relativement bien cette littérature. En revanche, relativement aux partenaires, on a des travaux. On a une étude très très récente de 2021, 2022, 2021, où ils ont montré, par exemple, que... il y a même l'étude de Chloé Lobu, en fait. On a une étude française qui a montré que chez des Amatite lania, donc des petits poissons qui vivent, donc qui sont monogames et qui vivent donc en paire, ils ont montré que si on donne le choix à une femelle de se mettre avec le mâle qu'elle préfère ou le mâle qu'elle veut pas, eh bien, si elle peut choisir le mâle avec lequel elle veut aller, elle développera ce qu'on appelle des bio-optimistes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, elle développera un comportement plus heureux, globalement, et la relation avec le mâle se passera mieux. C'est-à-dire qu'il y aura moins de conflits. Le fait d'élever les petits, pareil, je mets plein de guillemets, mais bon, le fait d'élever les petits se passera mieux, etc., etc. La vie quotidienne se passera mieux. Si en revanche on la force à se mettre avec le mâle qu'elle n'a pas choisi, c'est-à-dire qu'on retire le mâle choisi et qu'on met l'autre, les conflits domestiques vont être très très nombreux, ça va mal se passer, ça va être assez compliqué pour faire des bébés dans l'ensemble. Donc il semblerait que sur certaines espèces très sociales, des choses comme ça, il puisse y avoir de l'attachement. Ce sont des choses qu'on découvre à peine. On a très peu de connaissances à ce sujet, il y a très peu de travaux. Si je devais vraiment réfléchir à des travaux sur l'attachement, là, entre différents poissons, je sortirais peut-être 2-3 études, guère plus. Après, là, je suis à froid comme ça, il faudrait que je prenne le temps de reprendre la biblio, mais là, j'en ai que 2-3 qui me viennent, donc c'est vraiment très peu. Mais c'est possible que sur des espèces très sociales ou des espèces monogames, on en ait. Je suis en train de penser à une étude, alors ça ne parle pas directement de l'attachement, mais ça ressemble. Par exemple, il y a des travaux qui sont sortis sur l'altruisme réciproque chez des poissons cigans. C'est des poissons qui vivent en paire aussi, mais ce n'est pas nécessairement des couples. Ça peut être deux mâles, deux femelles, un mâle, une femelle, qui ne sont pas nécessairement en couple reproducteur. Et en gros, ils vivent toujours par deux. Et quand il y en a un qui va manger, c'est des herbivores,
Ils rentrent souvent la tête dans les crevasses, parce que c'est des poissons des récifs. Et pendant qu'ils rentrent la tête dans les crevasses, du coup, ils se rentrent souvent assez profondément et donc ils ne voient plus l'environnement. Et pendant ce temps-là, l'autre monte la garde. Il se met à un angle de 45 degrés à peu près comme ça, et il regarde autour, et s'il y a un danger, il avertit l'autre poisson pour qu'ils aillent se cacher. Là où c'est intéressant, c'est qu'une fois que le premier a fini de se nourrir, il sort, et à ce moment-là, il pourrait très bien se casser, parce que lui, il a mangé en fait, il n'y a plus d'intérêt à rester là. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il prend la position à 45 degrés pendant que l'autre va manger, et il monte la garde, alors qu'il n'a plus d'intérêt à le faire. Donc là, on est sur une espèce de système de partenariat, d'échange réciproque. Est-ce qu'il y a un attachement entre ces deux poissons ? C'est possible. Ce sont des choses qui sont... c'est dur à évaluer, en fait, l'attachement. Et encore une fois, on commence tout juste à étudier les émotions chez les poissons, l'attachement étant une émotion. Donc ce sont des choses qui sont très dures parce que, par exemple, ça implique des systèmes, l'attachement, ça implique aussi des déclenchements hormonaux, des choses comme ça. Les hormones des poissons ne sont pas les hormones des mammifères. Donc on commence à essayer de trouver des équivalences, des choses comme ça. Donc c'est possible. C'est probable chez les espèces sociales, mais on n'en est qu'au balbutiement. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, d'autres personnes qui ont envie? Ouais. Moi, c'est pas vraiment une question, mais merci beaucoup pour la conférence, c'était super. Je ne sais pas si l'info est montée à Paris, mais il y a le projet d'installation d'une ferme à saumon dans le Verdon-sur-Mer, juste à côté de Bordeaux. C'est porté par une entreprise qui s'appelle Pure Salmon. Et si cette entreprise, elle voit le jour, enfin, si cette usine, elle voit le jour, en fait, ce serait la plus grosse usine à saumon d'Europe. Du coup, on a monté un collectif citoyen et on se bat contre ce projet. Et on a lancé une pétition. Et du coup, je me disais peut-être que Paz ou le Campus Animalis ou Futurasso accepteraient de relayer cette pétition. Et les gens qui sont ici ce soir seraient peut-être d'accord pour la signer. Ah, chouette. Bon, on est presque à 5000 là. On aimerait bien monter plus. Parce que si ce projet voit le jour, ce serait une catastrophe pour les animaux et pour l'environnement. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et qui du coup maintenant s'installe. Et c'est vraiment une vraie menace en fait. Il y a vraiment moyen que ça se passe. Donc voilà. Alors moi j'ai une toute petite question. D'après une étude américaine, on tuerait à peu près 500 animaux par an quand on mange des animaux. 95% seraient des poissons. Il y a 1000 milliards de poissons qui sont tués chaque année, alors que les animaux terrestres, c'est beaucoup, beaucoup moins. Or, la cause animale s'intéresse principalement aux animaux terrestres. Est-ce que vous pensez qu'on est spéciste ? Est-ce que, quel est votre point de vue sur cette question ? De toute façon, je pense que, le mouvement pour la cause animale fait partie de la société, donc forcément, on a tendance à reproduire des schémas de pensée de la société et que c'est dur de s'extirper de la culture. Après, je pense que la question que se posent sans doute certaines des associations, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace à court terme ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire bouger les lignes aujourd'hui, maintenant, tout de suite sur les poissons, ou est-ce qu'on va attendre que la société soit un peu plus prête et en attendant, on va faire bouger les lignes sur d'autres sujets ? Moi personnellement, moi je pense qu'on ne va pas attendre que les gens soient prêts, quoi. C'est-à-dire qu'autrement on risque d'attendre longtemps. Donc en effet, je trouve qu'aujourd'hui le mouvement est un peu beaucoup concentré sur les animaux terrestres. C'est-à-dire que il y a des associations qui s'occupent à aucun moment des poissons. Donc c'est sûr que ça retarde sans doute l'évolution. Après, je pense que chaque association va choisir ses propres stratégies. Je pense que sur la question de l'alimentation, il va falloir vraiment orienter le mouvement sur la question des poissons. Parce qu'avec les chiffres que tu as dit, évidemment, ça pose question que de manière globale, on est vraiment centré sur les animaux terrestres, quoi, ultra centré.
ouais, et sur la question là qui a été évoquée de pure salmon, enfin globalement, il y a eu quasiment personne, quoi. C'est-à-dire que quand le projet était vraiment poussé dans le nord, en fait, des personnes qui se sont battues, c'est des personnes qui habitaient localement, c'est plutôt des écolos. Et en fait, il n'y a eu aucun discours concret sur la question de la souffrance. Bon, moi, il se trouve qu'à ce moment-là, je travaillais aussi pour une association où on était centré sur la question des poissons, Aquatic Life Institute, et donc on a essayé de travailler sur cette question-là. Je précise que là, c'est un élevage race, donc en eau recirculée. Donc ça veut dire que c'est de l'ultra, ultra, ultra intensif, où on ne se rend même pas compte en fait du nombre, et que s'il y a des problèmes de filtration, on a de suite énormément d'animaux qui vont mourir. Et qu'en fait, ne serait-ce que pour des assos welfaristes et qui veulent se centrer sur l'élevage intensif, ça devrait être la priorité, quoi. Parce qu'en fait, si ce type de projet-là voit le jour, derrière, ça peut être d'autres projets, etc., etc. Donc voilà. Après, bon, c'est un peu compliqué de donner des leçons, hein, et de dire qui doit faire quoi. Enfin, moi, quand on vient me voir pour me dire il faut faire sur telle campagne, je m'énerve. Donc, je vais pas donner des leçons aux autres, mais je pense que qu'il faudrait vraiment travailler sur la question des poissons de manière sérieuse, avec toutes les stratégies. Voilà, que ce soit politique, que ça soit opinion publique, c'est-à-dire tractage, que ça soit welfariste, abolitionniste. Enfin, je pense qu'il faut vraiment toutes les stratégies sur la question des poissons. Je donne la parole encore pour une question. Vous pouvez encore avoir pensé à d'autres questions, hein. Simplement, ensuite, on posera les questions qui sont sur le live. Voilà. Mais bon, là encore une question de salle, puis les questions du live, puis à nouveau des questions de la salle. Oui, du coup, moi c'est une question et une remarque en même temps. C'est vrai que les poissons sont particulièrement ignorés parce que c'est des animaux aquatiques et donc qu'on les voit pas souvent. Et du coup, enfin en tout cas, c'est une idée qu'on se dit souvent dans le milieu. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'en plus, faudrait pas parler d'autres espèces que les poissons qui sont aussi des espèces aquatiques, et est-ce qu'il y a des choses qui se passent là-dessus, etc., etc. Alors, je ne sais pas exactement de quelle espèce tu parles, mais bon, sur la question donc, des crustacés, il y a une association donc, qui se focalise là-dessus, anglo-saxonne. Mais oui, parce que c'est important de dire qu'en effet, on parle des poissons, mais bon, il y a aussi, par exemple, les crevettes, qui sont des animaux qui sont en nombre, hein, qui sont carrément le plus tués. Et donc, je vous encourage d'ailleurs à diffuser la synthèse historique de la London School of Economics, qui a fait donc une synthèse sur la sentience des céphalopodes et des capodes marcheurs, enfin bon, les crustacés, certains crustacés, et qui est vraiment historique, qui a été commandé par le gouvernement britannique. D'ailleurs, je ne sais pas trop où c'est que ça en est, mais bon, en tout cas, ça devra donner naissance à une loi. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, on dit poisson peut-être par un langage, mais en tout cas, en effet, c'est tous les animaux aquatiques. Et évidemment, on pourrait parler aussi des pieuvres. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais jusqu'à présent, donc, il n'y avait aucun élevage en Europe de pieuvres, qui sont des animaux très particuliers, etc. Et donc, il y a un élevage qui est en projet en Espagne, et ça serait catastrophique. En fait, ça ouvrerait la voie à vraiment un élevage cruel. Et donc, il faudrait que l'Europe légifère sur ce type d'élevage dès que possible, avant que ça voie le jour, je veux dire. Mais oui, il y a... Mais moi, en fait, je pense vraiment que tous ces animaux-là, en fait, on les voit pas, donc c'est compliqué. Mais en fait, c'est aussi qu'on n'en parle pas, en fait. Et dès lors qu'on va en parler, donc à travers des manifestations, à travers, je sais pas moi, des enquêtes, des diffusions, des pétitions, de tout ce que vous voulez, dès lors qu'on va en parler, je dirais que la bataille va déjà commencer à être engagée, en fait. Et voilà, et donc il faut commencer quelque part. Donc je trouve que de dire l'opinion publique, comme j'ai pu l'entendre, l'opinion publique n'est pas encore prête, il faut attendre un peu. Oui, mais on va attendre quoi là? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, nous quand on a commencé à parler de la pêche, c'était quand même assez compliqué, la pêche de loisirs. Donc je veux dire, voilà, il faut commencer quelque part, quoi. Et aussi, je pense que c'est important que le mouvement se diversifie et qu'on ne soit pas forcément que centré sur une ou deux thématiques, en oubliant donc presque l'essentiel en termes de nombre, qui sont les animaux aquatiques. Je vais ajouter une chose au niveau de la recherche.
il y a quelque chose à prendre en compte aussi de très spécifique. Alors, moi, je ne suis pas dans le milieu de la recherche, donc je le vois d'un point de vue extérieur, donc je vais mettre des pincettes dans ce que je vais dire. Mais il y a souvent quelques laboratoires qui travaillent sur certains sujets, et s'il n'y a personne qui travaille sur ce sujet, eh ben, on n'a pas de données. Et typiquement, par exemple, sur la souffrance des poissons, on n'aurait pas Lynn Snedden, et ben, on aurait peut-être 50% des travaux en moins. Lynn Snedden est vraiment une pionnière. Cette femme est une héroïne, littéralement. Et sur les poissons, sur les crustacés, eh bien, en fait, on a très peu de gens qui travaillent dessus. Ce qui fait qu'on a peu de publications. C'est pareil, je pense que si un jour il doit y avoir des statuts qui doivent être montés, on aura Lynn Snedden et on aura Robert Elwood à côté, puisque Robert Elwood est vraiment le gars qui est en train de travailler sur les crustacés. Et, franchement, ils ne sont pas nombreux à travailler dessus, et lui est vraiment le gars qui est en train de pousser comme un bourrin dessus. Mais à ma connaissance, alors je creuse pas beaucoup sur les crustacés, donc je connais pas très bien, mais a priori sur la sentience des crustacés, c'est vraiment Elwood qui est le mec qui traque le truc, quoi. Donc et a priori, j'ai traversé la fameuse synthèse, je ne l'ai pas prise en détail, mais je crois qu'il y a majoritairement du Robert Elwood dedans, sur toute la partie des capodes. Mais Pichoun, ils sont pas beaucoup dessus. Donc c'est peut-être aussi pour ça que dans toutes ces synthèses et les trucs, ça avance. Et c'est fantastique qu'on ait cette synthèse, justement, parce qu'elle permet de mettre un clou en disant, OK, boum, on a un échelon, on peut avancer à partir de ça. Mais effectivement, si on avait encore plus de monde dessus, ça permettrait peut-être au niveau des États, des trucs comme ça, de pouvoir avancer encore plus vite. Mais voilà, et heureusement sur les poissons, tous les échelons qu'ont mis Snedden, Braithwaite, etc., ça a permis de balancer le locomotive, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont poussé et qui ont eu des travaux qui allaient dans le même sens qu'eux après. Ce qui, pour l'instant, chez les décapodes, on a moins, et ça serait super que ça avance beaucoup plus. Il y a une question du live qui est sur le thème, en fait, c'est plus en fait, parler d'un thème, de l'impact de la pollution sur les poissons, et aussi l'impact sur certaines constructions humaines, comme les barrages, par exemple. Qu'est-ce qu'on sait des effets sur les poissons de ces éléments-là ? Alors, on sait différentes choses. Encore une fois, les poissons, ça recouvre plein d'univers, mais pour donner quelques petits exemples de l'impact que ça peut avoir. Vous avez des poissons migrateurs qui ont des odorats absolument phénoménaux. Typiquement, les saumons, quand ils partent en migration et qu'ils reviennent, quand ils arrivent dans les cours d'eau douce, ils repèrent leur endroit de naissance à l'odorat. C'est-à-dire qu'ils ont mémorisé l'endroit où ils étaient nés, ils ont mémorisé l'odeur de l'endroit où ils sont nés, et ils le retrouvent à l'odorat. Donc, l'odorat des limiers qui retrouvent le mec... les chiens, vous pouvez rentrer chez vous, merci. Et le problème, c'est quand vous foutez un barrage sur cours d'eau ou sur un affluent ou un truc comme ça, en fait, vous pétez les... Alors déjà, ça va être compliqué de remonter le barrage, certes, mais de toute façon, si vous mettez quoi que ce soit sur le trajet, en fait, vous risquez de péter les passages d'odeur et des trucs comme ça. Les lamproies marines, elles ont un odorat qui est juste démentiel, c'est-à-dire qu'elles peuvent être en mer et sentir les larves qui sont en train d'éclore dans un cours d'eau douce, à des centaines de kilomètres de là, quoi. Faut vraiment réaliser qu'il y a des trucs complètement tarés. Il y a aussi des choses, ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte qu'il y a des poissons qui pouvaient être gênés du bruit des moteurs de bateau, par exemple. Et selon la fréquence du bruit du moteur de bateau, il y en a qui vont poser un problème sonore et d'autres qui ne posent pas de problème sonore. Sauf que le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que les poissons écoutent et ce que les poissons n'écoutent pas. Parce que on ne peut pas arrêter d'écouter. Donc, qu'est-ce que les poissons prennent en compte, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas en compte, mais il y a des choses qui vont perturber des comportements. On sait très bien qu'il il va y avoir des comportements sociaux, par exemple, je ne sais pas, de parade amoureuse, qui vont être perturbés par une certaine fréquence sonore. Les requins vont être perturbés par certaines fréquences aussi magnétiques, puisque vous avez des poissons qui vont se diriger par le champ magnétique. Pareil, on sait que les saumons, quand ils rentrent aussi de migration, avant de rentrer dans les cours d'eau, utilisent le champ magnétique terrestre. Donc si on crée des perturbations magnétiques, on peut aussi les gêner. Donc il va y avoir des choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent créer tout un tas de transformations. Et les pollutions, justement, les pollutions sonores et olfactives, donc chimiques, puisque les poissons en fait baignent dans leur milieu. Donc les moindres pollutions chimiques, les poissons sont très sensibles à l'odorat. En fait, les poissons ont un odorat phénoménal. La plupart des poissons ont un excellent odorat. Et donc, toutes les pollutions chimiques peuvent avoir plein de modifications. Il y a un truc qui s'était produit en Italie, où en fait, il y avait eu une espèce de descente de police, et en fait, les mafieux avaient balancé de la cocaïne dans les cours d'eau.
Et ça avait eu des implications sur les poissons complètement démentielles. Parce que les poissons étaient défoncés à la cocaïne. Mais n'importe quelle influence chimique que vous pouvez mettre dans l'eau, faut réaliser un truc, c'est que les poissons ont des narines, et parfois des narines d'une extrême complexité, et que contrairement à nous, elles ne servent pas à respirer, puisqu'ils respirent par les branchies. Donc, ils vont avoir, certains poissons, des narines avec des volets à l'intérieur qui dirigent le courant d'eau d'une certaine manière, etc. Et avec ça, en fait, ils peuvent vraiment détecter des trucs super dingues. Et donc, vous pouvez mettre n'importe quelle goutte d'eau dedans, notamment les salmonidés, toute la famille truites, saumon et tout, ils ont des odorats, mais vous pouvez mettre une goutte de truc dans une piscine olympique, ils vont le sentir. Donc, je vous laisse imaginer la moindre pollution, là où ils ont coulé le paquebot français avec de machin en pleine mer, là, le porte-avions. Je vous laisse imaginer qu'au niveau de la pollution chimique, etc., les poissons, ils vont en prendre plein la gueule. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles nous, on ne pensera pas. Et les poissons électriques, le moindre truc électrique, ils vont le sentir, typiquement. Oui, moi je voulais sur la question donc c'était quoi? Oui, des pollutions de barrage. Oui, donc sur la question des pollutions, juste dire que donc il y a de façon récurrente en France des pollutions accidentelles, industrielles dans les cours d'eau qui conduisent donc à la mort de millions de poissons. Et en fait, selon le type de pollution, c'est ça qui est assez intéressant, il y a des associations écolos qui vont déposer plainte. Et donc, par exemple, il y a quelques années, donc, le SIAP, qui est la plus grande usine de traitement de l'eau d'Europe, donc, qui est basée à Achères, près de Paris, a eu un accident. Et donc, il y a de l'eau usée qui a été rejetée. Et donc, ça a provoqué un phénomène où il n'y avait plus d'oxygène dans l'eau. Et donc, il y a des millions de poissons qui sont morts. Et donc, nous avons été la seule association à saisir la justice. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'était pas de la pollution chimique. Il y avait plus d'oxygène. Donc, en fait, ça n'a touché que les poissons. Et que au bout de quelques jours, en fait, c'était fini, quoi. Enfin, les cadavres ont été récupérés et puis voilà. Les pêcheurs, eux, ont été un peu arrosés d'argent par le SIAP pour relâcher des poissons et comme ça, on avait encore le même stock et tout allait bien. Et voilà. Et donc, ça montre en fait que quand il n'y a pas d'enjeu, de pollution, voilà, chimique, etc., avec des conséquences aussi sur nous humains, en fait, ça n'intéresse pas grand monde, quoi. Et donc voilà, donc ça c'est un scandale. Mais dernièrement, donc, il y a quelques années, il y avait l'usine Tereos, donc qui fabrique du sucre, qui avait donc relâché aussi énormément de déchets. Je sais pas si c'était du sucre dans l'eau, avec des millions de poissons qui sont morts. Et là, ils ont été condamnés de manière assez historique parce qu'il y a eu des plaintes d'associations écologiques, parce qu'il y a eu un impact plus large que les poissons. Donc voilà, donc ça montre en fait que les poissons sont régulièrement victimes de pratiques accidentelles industrielles et que finalement, ces industries-là, les amendes qu'elles reçoivent sont dérisoires en fait, et que ce n'est pas pris au sérieux le fait que ce sont des milliers de poissons qui meurent en fait. Et donc c'est vraiment et donc nous ce qu'on demande en fait, c'est qu'il y a des choses qui soient mises en place, c'est-à-dire que quand il y a un accident industriel, pourquoi c'est toujours largué dans l'eau, quoi, comme si finalement c'était plus acceptable dans l'eau que pas dans l'eau. Enfin bon. Et voilà. Et en fait, on a des industries qui ont cette solution de facilité là, plutôt que de réfléchir à des process pour peut-être stocker les déchets de manière plus importante, etc., etc. Donc voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut voir. Un dernier point aussi lié sur les activités humaines qu'on sait très peu en fait, et que je crois que ça intéresse personne. Donc sur les questions énergétiques, en fait, souvent on nous dit que les éoliennes vont tuer des oiseaux, mais ça intéresse qui, par exemple, que l'industrie nucléaire, de manière massive, quand il y a l'étape d'utiliser de l'eau pour baisser la température, et qu'après l'eau est larguée dans les cours d'eau de façon avec des températures très très élevées, tue des poissons. Parce qu'on met de l'eau brûlante en fait dans les cours d'eau, voilà. Et donc ça, par exemple, on n'en parle pas. Alors que là aussi, c'est comment on pourrait faire autrement que ça. Enfin, on se pose pas la question en fait. Ça n'intéresse pas. Donc ça montre comment on considère les poissons en fait. Donc il faudrait vraiment se questionner sur comment mettre des choses en place au niveau des activités humaines pour ne pas avoir un impact autant désastreux sur les poissons, puisqu'on parle de millions de poissons à chaque fois. Pardon. Je voudrais.
C'est une super transition parce que du coup, ça me faisait penser à autre chose que tu disais, le coup des centrales nucléaires. C'est une autre pollution à laquelle on ne pense pas, c'est le réchauffement, en fait, le réchauffement des eaux. Parce que les poissons sont des animaux à sang froid, pas tous, mais la grande majorité des poissons sont des animaux à sang froid. Par conséquent, quand il se passe quelque chose, ils migrent verticalement dans la colonne d'eau ou horizontalement dans les océans, les mers, les cours d'eau, etc. Certains ne peuvent pas le faire. Par conséquent, à partir du moment où l'eau monte trop en température, ils ne peuvent pas se déplacer dans le cours d'eau parce que c'est limité par leur habitat. Or, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mourir, parce que leur organisme ne va pas supporter la température. Ou alors, s'ils vivent dans des océans, dans des endroits où ils peuvent migrer loin, ils vont soit descendre plus profondément, soit partir dans d'autres endroits. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ils modifient totalement l'équilibre écologique parce que ces poissons n'habitaient pas là jusque-là. Donc soit ils vont modifier la pression de prédation qu'il y avait à cet endroit-là, soit ils vont modifier l'équilibre écologique en mangeant plus de plantes, etc. etc. Et en fait, c'est en train de totalement foutre en l'air tous les équilibres, c'est en train de foutre en l'air toute la structure qui avait lieu jusqu'à maintenant parce que comme les océans sont en train de se réchauffer à différents endroits, les poissons qui y habitaient ne peuvent plus vivre là-bas, donc doivent changer d'endroit parce qu'ils doivent réguler la température de leur corps, ce qu'ils ne peuvent pas faire comme nous, qui régulons nous-mêmes la température de notre corps. Et ça pose aussi, l'activité humaine pose énormément de problèmes à cause justement de la réchauffement. Et donc pas que de les ébouillanter comme ça peut se faire, mais aussi juste parce qu'eux doivent se déplacer pour modifier la température de leur corps. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir signé la pétition. Et je vais passer aux questions suivantes. Il nous reste approximativement 10 à 15 minutes. Alors la question dans le live est: s'il n'y a plus de pêche, ne risque-t-on pas de faire face à une surpopulation de poissons néfastes pour la biodiversité ? Si, c'est ce qui s'est passé avant que l'humain arrive. Il y avait tellement de poissons, ça débordait. Non. Alors déjà, je voudrais dire que nous, chez Paz, on remet totalement en question cette terminologie de nuisibles, espèces exotiques envahissantes, toutes ces terminologies qui ont été mises en place en fait pour retirer le droit de vivre des animaux. En fait, aujourd'hui, les humains interviennent en permanence sur les animaux. Et donc, sur les poissons, on choisit quand en réintroduire, combien on en réintroduit, quelle espèce on réintroduit, quelle espèce il faut surtout tuer parce qu'en fait, elle nous gêne un peu. Voilà. Et donc, en fait, on est sur une intervention comme ça en permanence, en décidant ce que nous, on considère comme bien. Donc, est-ce que là, il y a trop de silures? Est-ce que là, il n'y a pas assez de brochets? Vite, on va leur construire des habitats, des frayères parce que eux, on les aime bien, ça nous excite bien de les pêcher, donc il en faut plus. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est vraiment en fait scandaleux, quoi. C'est-à-dire que déjà, on prend pas du tout au sérieux le fait qu'ils souffrent, etc. Et ensuite, on intervient en permanence. Et force est de constater qu'à chaque fois qu'on intervient, c'est de pire en pire. Donc en fait, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut vraiment se poser la question à la base, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une espèce nuisible en fait, et surtout par rapport à quel intérêt, par rapport à qui, parce que j'ai l'impression que c'est toujours par rapport à nos intérêts à nous. Voilà, et ça on l'entend toujours, que ce soit dans les pratiques de chasse et de pêche. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est les pêcheurs de loisirs qui choisissent concrètement les espèces qu'ils veulent mettre sur les arrêtés des espèces exotiques envahissantes. Et je précise qu'aujourd'hui, une des réglementations, c'est que s'il y a un pêcheur qui pêche un poisson qui est sur la liste des espèces exotiques envahissantes, il a l'obligation de le tuer. Donc, par exemple, les perches du soleil. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Et pour vous dire à quel point on marche sur la tête, c'est qu'on a de l'élevage d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, je crois qu'on se moque un peu de nous. Voilà. Donc ça, on l'a expliqué au ministère en leur disant qu'il faudrait quand même un petit peu arrêter. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit attention, vite, si vous envoyez un, vite, il faut le tuer, là, on envahit. Et de l'autre côté, on accepte qu'il y ait des gens qui les élèvent. Donc voilà, c'est toujours les intérêts des humains, l'argent, le plaisir, le loisir et tout. Donc pour assurer la personne, on ne va pas être envahi par les poissons, puisqu'en ce moment, ils sont tous en train de crever, notamment du réchauffement climatique et d'autres pratiques. Donc, voilà. Un autre truc qui joue aussi et qui fait qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, c'est que par exemple, dans le phénomène de pêche,
on a tendance à préférer pêcher les poissons les plus gros. Si je prends les espèces sociales, exactement comme pour les mammifères terrestres, chez les espèces sociales, c'est souvent les individus les plus âgés qui ont la meilleure maîtrise du territoire et qui donc transmettent socialement la maîtrise du territoire aux autres animaux. Dans la pêche, on pêche les individus les plus âgés, c'est valable pour même les chalutiers, où on va garder les gros, on va rebalancer les petits à la mer parce que pour des raisons de tonnage, etc. Ce qui fait qu'on éradique des populations qui ne pourront plus se reconstruire. Donc il y a des populations qui ont été surpêchées, qui de toute façon ne se reconstitueront plus jamais parce qu'on a tué les anciens qui avaient la connaissance du territoire. Et ça a été observé, ça a été testé, on sait que des populations, une fois qu'on a éradiqué les plus gros qui connaissaient le truc, vous pouvez réimplanter des nouvelles populations, elles ne se réimplantent plus correctement. Donc de toute façon, on a déjà eu un impact tellement gravissime, là je parle vraiment au niveau océanique, etc. On a eu un impact tellement gravissime sur plein de trucs. On a des impacts tellement gravissimes au niveau des barrières de corail. On a des impacts gravissimes sur tellement d'espèces que déjà si le truc arrive à se relever lui-même, ça sera bien. Ça sera déjà bien. Voilà. Puis en plus avec le réchauffement climatique, quand ça sera un problème, ça sera une bonne nouvelle, franchement. Alors, on va devoir vraiment arrêter vers 20h15, donc en très peu de temps, il doit être quoi, 14. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question? C'est le last shot. Ouais, bon. Merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, j'ai une question à moins d'une minute. Tu avais dit, Amandine, que la fédération de pêche, c'était la 3e plus importante fédération. C'est en termes de subventions? Non, pas du tout. En termes d'adhérents, ceux qui payent une cotisation. Et en l'occurrence, ceux qui ont leur carte de pêche. À peu près 1,4 million. Et si j'ai bonne mémoire, 95% d'hommes. En fait, il y a un bonus d'une question. C'est la dernière question cette fois. Ma question, quelle est-elle? Oui, on le sait peut-être pas, mais quand on nourrit des poules ou des cochons, même les farines animales, beaucoup c'est des poissons à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des associations qui ont comme stratégie de faire diminuer le nombre de poissons dans les farines utilisées pour nourrir les animaux? Et en fait, ça mettrait pas de résistance face à l'opinion publique parce que on n'est pas contre l'élevage, là on dirait rien de vraiment significatif, sauf que le nombre de victimes serait considérable. Est-ce qu'il y a des stratégies dans ce sens? Est-ce que vous en avez la connaissance? C'est une excellente question. Vraiment. Oui, donc en fait, il y a ce qu'on appelle le fish meal, fish oil, donc FMFO. Donc en fait, c'est le fait, donc c'est les huiles et farines de poisson. Et donc bien souvent, en fait, c'est des poissons qui sont soit pêchés, soit élevés pour l'alimentation animale. Et ça, en effet, je trouve que c'est un levier très, très important. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune association qui travaille là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'au sein des associations qui travaillent sur la question des poissons, les associations se battent pour qu'on diminue, donc pour les poissons d'élevage, on diminue la part de fish meal, fish oil dans leur alimentation, parce qu'en fait, il y a des poissons qui sont carnivores, mais on pourrait un peu baisser, donc il y a des pourcentages qui sont donnés, et donner le reste en algues, par exemple. Et donc, déjà, de diminuer la part de poissons qu'on donne aux poissons d'élevage a un impact énorme en termes de nombre d'individus qui ne seraient pas tués. Mais en effet, sur la question des animaux d'élevage terrestres, je ne sais pas trop, en fait, la part que ça représente par espèce, mais je pense que c'est un sujet, c'est un sujet important. Mais voilà. Mais à ma connaissance, il n'y a personne qui travaille là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas d'idée de savoir à chaque espèce quelle est la part qu'on leur donne de poissons. Je rebondis, mais sur la partie aquaculture, sur les animaux d'élevage, je ne sais pas. Sur la partie aquaculture, j'ai eu l'occasion de participer à 2 ateliers avec l'INRAE sur l'avenir de l'aquaculture, et précisément, vu qu'en France, c'est majoritairement de l'aquaculture de truites, il y avait la question de comment on va alimenter des truites, justement, qui sont des animaux carnivores. Le fait est que l'INRAE est extrêmement au taquet sur diminuer la part de l'alimentation des poissons dedans, et a priori, ils ont déjà énormément avancé sur ces questions. Visiblement, ils ont réduit considérablement l'apport de farine de poisson et d'huile de poisson dedans. Et ils avaient fait venir durant des ateliers des gens qui travaillent dessus, qui font de la recherche et développement sur ces questions-là, notamment sur des modifications des déchets alimentaires humains.
sur comment est-ce qu'on peut les modifier à base de bactéries, de trucs, etc. C'était extrêmement compliqué. Sur justement utiliser ça pour pouvoir faire des aliments pour élevage de poissons sans huile animale et sans repas animal. Donc c'est dans les tuyaux, ils sont en train de travailler dessus et il y a vraiment des entreprises très très technologiques qui bossent sur ces questions. Écoutez, merci à tous et à toutes d'être venus à cette table ronde. Je pense qu'on peut applaudir très fort nos deux intervenants. Merci beaucoup Sébastien et Amandine. N'hésitez pas à prendre les petits tracts de l'association PAS qui sont juste ici, les autocollants. Voilà. Et merci surtout au bas pour l'accueil. Et on se retrouve dans quelques mois peut-être pour une prochaine table ronde. Merci à tous et à toutes.